Yes! Re-bienvenue à Pivot avec Pinot. Très heureux que vous soyez là. Vous êtes tellement gentil de m'envoyer plein de messages en privé sur Instagram, sur Facebook, même dans la zone commentaires de YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne d'ailleurs. Et je reçois, ma foi, une fois par podcast, un message m'invitant à aller consommer de la porn russe. Von HB, j'apprécie l'offre, mais je refuse. Mais continue à commenter parce qu'apparemment, c'est bon pour l'algorithme. Donc, je supprime pas tes commentaires, mais cliquez pas là-dessus. Je pense pas que ça vaille la peine d'aller voir ça. Sinon, je vous demande toujours où est-ce que vous m'écoutez. Je veux savoir, y en a-tu qui nous écoutent à la job? En fait, je vais être super honnête, je veux savoir si le gars qui passe dans ma rue, qui ramasse le compost, écoute le podcast. Parce que si oui, chapeau, man. Bravo. Merci de faire ça. Je sais que notre bac est souvent dégueulasse. Ça gèle, ça dégèle, ça dégouline. Je t'autorise vraiment à le sacrer encore plus à bout de bras quand tu termines. Ça me fâche pas d'aller le chercher à 2-3 blocs plus loin parce que je comprends la satisfaction que ça doit te faire après avoir vidé les vidanges de quelqu'un de swinguer ça. Fait que lâche pas. Merci pour ton bon travail. Puis aujourd'hui, si tu es à l'écoute, on reçoit quelqu'un d'incroyable. Si Mike Ward est le père du podcast au Québec, je vous annonce qu'aujourd'hui, on a le fils du podcast au Québec. C'est le seul gars que j'ai vu pleurer en ayant une photo de Tom Brady dans les mains au Super Bowl. Mesdames, messieurs, Thomas Levac. Yes, Tom! Quel moment quand j'ai pleuré chez Jérémy du Temple avec un cadre de Tom Brady, c'était beau. Oui. Pour vrai, hey, la vidéo de ça, la photo de ça, es-tu encore autant investi amoureusement envers Tom Brady? Non, parce que j'ai arrêté de consommer puis je suis en relation amoureuse. Oh! C'est le truc pour moins t'attacher à une figure sportive. Parce que tu vas pas bien quand un homme que tu n'as jamais rencontré, qui est payé des millions de dollars s'il gagne ou s'il perd, réussit ou une joute sportive. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Je l'ai pas tout à fait réglé, mais c'est juste assez réglé pour que je puisse le garder à l'intérieur de moi. Il y a encore quelque chose, encore quand même une relation amour-haine peut-être avec Tom Brady qui demeure, même aucune si haine! Aucune haine! C'est une relation toxique. J'aime beaucoup cet homme. Il me fait vivre des émotions incroyables. Oh mon Dieu. Hey Thomas, premièrement, merci infiniment d'être là. J'apprécie. Les gens ne savent pas, mais tu as été le premier à commenter sur le podcast de Pivot avec Pinot, à me donner des conseils, à me parler pour bien. Ça viendra, ou peut-être qu'en ce moment, vu que l'épisode est tourné à l'avance, peut-être même que le Patreon est lancé. Je ne sais pas, mais tu m'as donné tellement de judicieux conseils. Merci de m'appuyer dans mon départ de nouveau podcast. C'est vraiment sympathique. J'aimerais mentionner que je ne t'ai pas donné des conseils sur comment faire des podcasts, mais juste autour, c'est-à-dire comment faire de l'argent avec tes podcasts, comment le mettre de l'avant. Pour ce qui est du contenu, je te laisse complètement libre. Exactement, tu m'as épaulé et tu m'as aussi souligné que ça venait vraiment de Proust, les questions. Et ça aussi, en fait, je l'ai appris lors de mon 9e podcast avec Jean-Sébastien Girard et c'est d'une gêne incroyable depuis ce temps-là. Je le plug à chaque fois parce que je pensais vraiment que c'était issu de Bernard Pivot puis moi, je lui donnais tout le mérite depuis le début en faisant « Hey, monsieur Pivot, mon Dieu, quelle bonne question » puis tout ça. Puis en bout de ligne, hey, ça me fait penser, il va falloir que je rajoute dans ma bande finale de remerciements Monsieur Proust, parce que je remercie que Bernard Pivot. C'est clair que l'homme qui est mort à la fin du 19e siècle, il a besoin que tu le reconnaisses. C'est drôle parce qu'il ne sait même pas c'est quoi Internet, c'est tellement rare. Je veux juste dire, quand on va partir le Patreon, $1 par Patreon ira à Monsieur Proust. Bon, bonne affaire! Bonne affaire! Fait que, hey, je dis ça, en même temps, c'est pas un contrat lié, là, verbal. Je veux juste assurer les... Si jamais je me fais poursuivre, là. Non, Marcel est correct. Marcel est correct. Je garde tout ça. Hey, Thomas, c'est quoi notre lien de connaissance? Te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? On a passé Noël ensemble. Je suis allé à Noël chez vous, puis j'ai traité je disais que ton chat est antisémite. Oui, ça. C'est mon premier souvenir que j'ai de toi. C'est le premier souvenir que tu as, mais c'est pas notre première rencontre, parce que pour que tu sois invité chez nous à Noël, il fallait qu'on se connaisse déjà un peu. On s'est croisés. Non, c'est mal me connaître. Moi, j'ai passé beaucoup de temps chez des gens qui me connaissaient pas. Et je me suis imposé. Et j'agis comme s'ils me connaissaient. Puis la conversation, je te connais pas. Ouais. Et tu parles très fort chez moi. Peu de gens ont envie de l'avoir.
C'est comme ça que j'ai plein de fois, je suis chez des gens. Ils se disaient, c'est qui lui? Qui le connaît? Qu'est-ce qui se passe? En fait, mais attends, vu que tu m'amènes sur ça, faut que je te dise, je me rappelle, tu étais venu à ce moment-là avec ta copine de l'époque, tu es rentré chez moi, là, tu t'es rendu compte justement que j'avais 2 chats, elle était violemment allergique, elle a fait, Thomas, ça marchera pas, puis tu as fait, OK, puis tu as payé un taxi pour qu'elle s'en aille, puis tu es resté avec nous à Noël. Je suis le meilleur gars! Fait que t'as fêté Noël avec moi, puis nos amis, puis elle a quitté, genre, elle est arrivée sûrement à 8h30, elle est partie à 8h35, puis toi, t'as closé la place, t'avais closé. D'ailleurs, c'est parce qu'on le verra pas, là, mais Mais c'est Noël, j'ai dit à ma blonde de l'époque, à Noël, bye. Tu as payé un taxi. Extraordinaire. Je sais pas comment grossir la photo, mais quand tu m'appelles, c'est encore... quand tu étais chez nous à Noël. Ben là, si on le voit pas, je suis content. Mais c'est ça mon fond. Fait que ça me fait quand même rire. Fait que c'est sûr que quand on s'est texté pour se parler du podcast, je voyais cette photo-là et je dis, mais c'est pas notre première rencontre. C'est pas. Notre première rencontre, on était dans une soirée d'humour à Saint-Jérôme. C'était organisé par Yves Maher et son poulain qui était Vincent Richer, je crois. Oh yeah. Quand je suis arrivé, première affaire, premièrement, j'aurais aimé que tu me dises totalement le contraire. J'avais une petite casquette avec une petite palette, t'as fait « Hey man, nice béret! » Puis j'aurais aimé que tu me dises « C'est dégueulasse » parce que j'ai joué avec ce béret-là pendant au moins, je vais dire, 6 mois de ma vie. Puis... c'est un statement, j'aime ça. C'est un choix artistique et vestimentaire audacieux. Alors je l'ai suivi. Puis toi, tu avais un numéro, à moins que je me trompe, mais tu avais un numéro, me semble, où tu devais toujours avoir ton diplôme de l'école de l'humour. J'en reviens pas que tu étais là quand j'ai fait ça. J'ai fait ça une fois dans la vie. J'ai reçu mon diplôme puis je l'ai déchiré sur scène. Parce que j'aime beaucoup le grunge et au grunge, ils détruisent leurs instruments. Alors moi, j'ai détruit mon diplôme d'École nationale de l'humour. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Saint-Jérôme, pas payé devant 17 personnes. Exactement, qu'il n'y avait aucun référent de probablement c'était quoi, que ça signifiait ce diplôme de l'école de l'humour-là, puis tout le travail que tu as fait pour l'avoir. T'sais. Oh, j'ai fait très peu de travail pour ce diplôme-là. C'est la chose la plus grunge et la moins grunge possible, déchirer son diplôme. Je ne sais pas encore où me situer. Ben moi, j'avais trouvé ça parce que ça m'avait marqué, puis après ça, je pense que par hasard, ou je sais pas trop, on s'est retrouvés. Tu sais, comme ça arrive des fois dans du booking là, que ça donne que t'es comme 4-5 shows de suite avec la même personne. Ça m'avait fait ça. J'étais tombé dans... Et je crois que c'était aux Catacombes, mais je suis pas certain. Et tu faisais ton numéro sur les sauts nogués, le coming in, coming out, tout ça. Puis j'avais été vraiment impressionné. Puis je me disais, il y a tellement des grands bras puis des mouvements amples, ce gars-là. Puis ça a cliqué. Puis... il plie de l'autre bord. Hyper laxité. Wow! Puis après, j'ai jamais rien fait avec ça. Après ça, tu as été invité à Noël chez nous, puis là, de fil en aiguille, mon Dieu, c'est des beaux souvenirs. Mais le fait que tu aies renvoyé ta blonde en taxi pour veiller avec nous autres et insulter mes chats, qui est mort d'ailleurs, ce chat-là, en passant. C'est ça qui se passe aux antisémites. Il meurt. C'est une bonne affaire. Oh là là. OK, Thomas, ça part. Quel est ton mot préféré? Chapeau. Chapeau? Un chapeau, ça en dit tellement sur quelqu'un. Et combien de fois ça... Oui, béret. Tu peux enlever toute crédibilité à quelqu'un par le choix de son chapeau. Il y a des fois des gens qui prennent la parole, puis tu regardes son chapeau, puis tu fais c'est clair que c'est niaiseux ce qu'il dit. Puis je trouve ça aussi un chapeau, j'aime ça, c'est que tu mets un chapeau sur un animal et c'est drôle. Ouais. N'importe quel animal avec un chapeau, moi, ça me fait rire. Ouais. Et je trouve ça génial, le concept du chapeau, le concept de on se met quelque chose sur la tête pour signifier quelque chose. Regardez-moi, le pape, tu sais, le pape qui se met un truc sur la tête, je suis important, j'ai un chapeau différent de tout le monde. Ouais. Alors, je suis le pape. Les policiers qui ont une petite casquette, je trouve ça génial, le chapeau. Ça communique tellement, puis c'est tellement absurde. L'uniforme, le chapeau de chef, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai que j'aime le terme chapeau aussi. C'est drôle. C'est intéressant. Mais tu as raison que tu peux discréditer quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui a un fedora et une petite plume, un peu blanc en paille avec une ligne noire, puis tu fais « Hey, ce gars-là va être bon. » Il connaît les IPA. Mais...
Ce gars-là, il va te mettre dans un coin, puis il va faire. Je t'ai déjà parlé de Moi, je fais ma propre bière en passant. Tu fais, oh, ok, c'est bon, le monsieur qui pense qu'il fait la fin du monde. Là. Ouais. Thomas, qu'est-ce que t'as. Je pense que je t'ai coupé. T'étais sur une lancée par rapport au chapeau. T'étais pas. Non? Une mini-affaire que j'ai entendu les gars de South Park dire, que je trouve génial. Okay. J'aime pas les règles en humour, mais je trouve ça intéressant de voir des concepts en humour. Des fois, quand on est perdu, c'est intéressant d'y retourner, mais il faut pas prendre ça comme des commandements. Là. Je crois que c'est ça la nuance. Et les gars de South Park ont déjà dit en humour, un truc qui est important à se rappeler, c'est que tu peux jamais mettre un chapeau sur un chapeau. Puis ce qu'il voulait dire, c'est que le chapeau, c'est ce qui est loufoque. Puis pour qu'un truc soit drôle, tu dois mettre un truc loufoque sur quelque chose de sérieux. Ça, c'est généralement la prémisse. Tu prends une prémisse sérieuse, puis tu mets un chapeau. Souvent, quand un truc est bizarre, puis fonctionne pas, c'est quand tu mets un chapeau sur un chapeau. C'est trop. Alors, il ne faut jamais mettre un chapeau sur un chapeau. Il faut toujours mettre un chapeau sur une tête. Ah, j'aime. Est-ce que c'est considéré comme un chapeau, un bandana? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui mettent des casquettes par-dessus des bandanas et ça... Et on les respecte pas. C'est trop. C'est loufoque. On fait, messieurs, vous êtes loufoque. On ne vous respecte pas, mais on apprécie le fait que vous êtes loufoque. Parfait. Merci Thomas pour le mot préféré qui est chapeau. Le mot que tu détestes ou qui te répugne, que tu n'aimes pas. Crotte. Je déteste le mot crotte. Je trouve que ça sonne mal. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de regarder les Simpsons en français. C'est que souvent, ils disaient crotte. Surtout Bart. Il disait souvent crotte. Et à l'oreille, ça venait m'agresser. Je déteste ce mot. Est-ce que, puis là, tu dis ça, mais est-ce que tu as d'autres séries que tu continues d'écouter en français? South Park, t'écoutes ça en français? Non. Non, mais je me rappelle, parce que j'étais enfant, j'avais comme 12-13 ans. Ça m'a... Je me suis forcé à comprendre l'anglais parce que je voulais plus entendre crotte. Le mot crotte m'a rendu bilingue. C'est à ce point-là que j'aime pas quelque chose. Wow, moi, j'ai un truc que j'ai observé, c'est que mon moteur dans la vie, c'est la rage. Ouais. Et ça m'a enragé, ce mot-là. C'est comme ça que j'ai développé mon anglais. Je voulais plus entendre ce mot-là. C'est très bon. Mais c'est quand même bon que tu as réussi à utiliser tout ça pour devenir bilingue. Je veux dire, c'est inspirant pour les jeunes qui nous écoutent. Là. À un moment donné, vous allez venir à détester tellement des termes dans des émissions en français que vous allez apprendre l'anglais. Je trouve que pour s'améliorer, la haine, la rage, la jalousie, l'envie, c'est des excellents moteurs. Puis c'est quoi, mettons, l'émission que tu as switché en anglais qui t'a fait apprendre l'anglais? Est-ce que tu en as une culte? Les Simpsons. Les Simpsons, parce que j'avais vu tous les épisodes en français. Alors, je connaissais les épisodes par cœur. Alors, j'apprenais des mots. Ah oui, il dit telle réplique. Alors, tel mot, c'est tel mot. Ça m'a aidé à comprendre. Moi, quand je suis rentré à McGill, là, je ne parlais pas anglais, zéro open bar, là, quand j'ai fait mon cours d'ergo. Puis je paniquais un peu, puis je comprenais pas dans mes cours. Puis une fille, je la salue, Julie Kwan, qui, elle, gravait tous les saisons, les émissions possibles. Et j'avais eu tous les premières saisons de Family Guy. Les Griffins, puis j'avais eu tous les saisons de Fresh Prince of Bel-Air, puis c'est avec Fresh Prince que j'ai appris mon anglais, parce que je mettais ça en sous-titres, je me disais, hey, si j'ai compris en parler, puis en slang, puis tout ça, fait que ça m'a vraiment aidé à apprendre l'anglais. J'invite les gens à écouter les émissions en anglais avec sous-titres, ça l'aide. Oui, tellement. Thomas, quelle est ta drogue favorite? Qui peut être aussi ta dépendance favorite? T'es pas obligé de parler de drogue. Facebook. Oui? Ta drogue favorite, c'est Facebook. Mais j'avoue que tu es quelqu'un de prolifique sur Facebook. Tu publies... Je suis prolifique ou je parle trop? C'est très difficile de mentionner, de choisir entre prolifique et trop parler. Mais tu sais, mettons, je sais qu'il y a la quantité puis il y a la qualité, mais je pense que dans ton cas, tu sais, même si tu produis en quantité, il y a quand même beaucoup de qualité dans tes statuts Facebook. Ils sont très... Non, mais pour vrai, c'est très drôle. J'invite les gens à aller te suivre ou te suivre. Parce que des fois, je sais que tu republies, mettons, en story sur Instagram ou ces trucs-là. Il y en a des vraiment, vraiment très bons. Là, j'en ai aucun dans ma tête qui pop, mais... C'est correct. Ouais, t'en as fait plein pendant la pandémie. Là. Souvent, sur les relations hommes-femmes, justement, où tu fais comme, c'est pas normal que telle affaire. Et est-ce que tu as souvenir, mettons, il me semble le dernier que j'ai lu était fucking bon. Tu te rappelles-tu ton dernier statut Facebook? Mon dernier statut Facebook, ce que j'ai écrit hier, c'est que je pense qu'il est temps que je pardonne à mon ami Vincent de m'avoir volé une étoile à Mero Party quand on avait 11 ans. Je pense que je devrais passer à autre chose. Genre, je devrais arrêter de l'haïr pour ça. Oui. Sinon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé du popcorn. Dernièrement, j'ai parlé... Je trouvais ça drôle, la polémique autour du popcorn dans les cinémas, parce que
personne n'achète du popcorn. Tout le monde, le plaisir d'aller au cinéma, c'est apporter sa propre nourriture. Ouais, ça, c'est ça. C'est ça, tu disais, c'est pas le fun, c'est pas d'acheter un popcorn. Oui, c'est ça, c'est d'amener des shit dans ton côte. Ouais, ça, je me rappelle. C'est cool. Bon. Il me fait rire, Guzzo. Il pense qu'on achète du popcorn. Non. On apporte notre bière et un sous-marin. Ouais. Puis on sait très bien que l'employé que tu payes au salaire minimum ne va pas intervenir. Ouais. Qui va venir te voir en faisant excusez-moi, c'est que vous avez vraiment pas le droit de manger votre sous-marin. Tu veux dire arrête-moi de manger un sous-marin. Est-ce que t'es-tu un fan de cinéma? J'adore le cinéma. Est-ce que t'es déjà allé au cinéma VIP à Brossard? J'ai pas d'automobile, fait que non. À l'époque, j'avais pas d'auto, là, j'en ai une, là, mais à l'époque, non. Moi, je pensais pas, on me disait ça, j'étais quand arrêté. Je suis allé au VIP, là, où c'est vraiment des couches avec des palettes de bois qui tournent vers toi. Tu peux te faire venir du resto. Fait que là, t'es assis, tu manges genre des ribs avec un mousseux, tu regardes un film. Moi, je suis allé voir Tekken. C'est ça le film qu'on comprend rien, là? Qui se passe le film de Christopher Nolan. Ouais. Tu regardes 2 fois pour comprendre, parce que c'est à l'endroit pas à l'envers. Exactement. J'ai pas vraiment tout compris, mais j'ai très bien mangé ce soir-là. Ça, je tiens à dire. T'es gagnant. C'est un excellent burger que j'ai eu. C'est comment Tekken, les ribs, c'était bon. Sérieux, man, le poulet était magnifique. Ouais. OK. Thomas, le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Un chat qui miaule. J'ai pas le choix. Hein? Oh mon Dieu, c'est tellement quelque chose qui m'agresse. Je veux savoir tout de pourquoi. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Je trouve ça attendrissant, puis je trouve ça beau, un chat qui miaule. C'est le son que j'aime le plus. C'est le son qui me ramollit. Dès que j'entends un chat qui fait miaou, je suis content. Mais j'ai un sourire. Je me baisse pour essayer de trouver le petit chat. J'adore les chats qui miaulent. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau, les différents miaulements. J'adore les chats qui miaulent. T'aimes un miaulement de chat smooth, tu sais, mettons mes chats ici, mais un chat qui crie dans une ruelle ou un chat qui miaule, tu sais, parce que, en fait, ils miaulent pas tous bien, les chats. Moi, j'en avais un qui miaulait vraiment comme de la merde, là. Est-ce que toi, t'as un chat, hein? J'ai aucun chat, je suis allergique. Ah, je pensais que t'avais un chat, maudit, je suis... Non. C'est que, des fois, je garde des chats. Ouais. Et quand je garde des chats, je prends beaucoup de photos. Et je prends des photos, à l'époque, où on pouvait se promener dans les rues, je prenais des chats, puis je me prends en photo avec beaucoup de chats. Alors, on pense que j'ai 11 chats à la maison, mais j'ai 0 chat. C'est juste que je prends des chats dans la rue, je me prends en photo, ils me graphiquent, puis ils se sauvent. Tu prends des chats de ruelle, là, qui est probablement le porteur de plus de bactéries que t'as jamais vu. Mais c'est fin, fait que tu donnes de l'amour aux chats abandonnés. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas cet amour-là. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils s'en vont. Mais ça, je le montre pas. C'est un peu comme dans les photos Instagram de couple où ils sont super contents, mais ils montrent pas la chicane avant. Moi, c'est pareil avec les photos de chat. Le avant-après, là, ouais, c'est ça. Ça, ils ne montrent pas, ça. Moi, c'est pareil avec les photos de chat. J'aime les photos qui sont live. Tu sais, les gens ne savent pas, ils t'envoient une photo live, puis là, tu cliques dessus, puis tu te rends compte qu'il te fait un beau sourire sur la photo, mais si tu continues de voir, il fait comme tout de suite après, puis il l'éteint. Tu sais, il est piste. Il t'envoyait pas ça. Il est pas heureux ou qui en ce moment. Ça, c'est... J'ai adoré ça depuis que le live est arrivé. Les gens s'en rendent pas compte, mais il y a un petit 3 secondes où on voit vraiment la tristesse abondante que ces gens-là. C'est génial voir le masque et retirer le masque. Quelqu'un qui retire son masque, ça fait tellement de bien. Ouais. C'est fascinant. J'aime beaucoup ça. Je te souhaite de recevoir des lives où les gens sont vraiment tristes, en fait. Tu vas être surpris, mais les gens, ils m'envoient rarement des photos d'eux heureux. C'est pas quelque chose... Je dégage pas que j'ai envie de voir ça. Est-ce que tu reçois beaucoup de photos de gens tristes? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup de gens qui filment. Il y a beaucoup de gens qui montrent des photos de ce qu'ils voient à la TV en disant ça, c'est poche. Puis je fais, OK, cool. Cool. Les gens qui partagent qui n'aiment pas, ou tu sais, moi, mettons, j'ai des amis là, qui haïssent vraiment du monde, puis ils les émitent. Ah non, moi, c'est des inconnus. Moi, c'est des inconnus. Et toi, ils t'écrivent, ils prennent le temps de t'écrire, puis tout ça. Ah, mais c'est encore pire. Mais encore là, un inconnu ou pas, quelqu'un, mettons, qui te raconte une histoire de quelqu'un qui n'aime pas, puis qui imite la personne qui n'aime pas, je fais comme, hey, si toi, tu l'aimes pas, c'est-tu quand c'est désagréable de t'entendre imiter cette personne-là, c'est encore pire. Ben, s'il y en a de ton entourage qui nous écoute, moi, ça m'intéresse. J'adore l'amertume, la haine, le désir de détruire. Et je veux vous entendre.
Ah, t'es magique. Tu restes tellement sobre. T'es comme, non, mais je suis super sérieux. Moi, la tristesse, emmenez-en, je suis capable d'en Oui, prendre. oui. Ben, Mais je suis d'avis que le truc pour être heureux, c'est d'évacuer cette tristesse. Il y avait, il semblerait là, que les gens qui écoutent du métal sont plutôt heureux. Pareil pour les gens qui font du BDSM, dans la violence, dans exprimer sa haine, ça fait du bien. Je crois même que Bon. ce qui rend fou, c'est essayer d'être heureux à tout prix. Je pense que c'est ça qui mine et qui fait mal. C'est de faire non, mais je peux pas me plaindre, là. Je peux pas me plaindre, là, parce que, tu sais, il y a des gens là, en Palestine qui n'ont pas accès aux vaccins et aux médicaments. Fait que moi, c'est correct, là. Non, j'ai pas envie de me plaindre. Tu as envie de te plaindre, puis c'est bon. C'est pas parce que tu te plains qu'on comprend pas le deuxième degré que tu as juste envie de l'évacuer. Je crois que c'est ça qui fait mal. C'est pour ça que quand j'écoute beaucoup de radio, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir des gens qui font allô! Wow! Il est 7h10 un mercredi. Je doute que tu sois aussi heureux. Ah, ça, c'est drôle, ça, parce que moi, j'ai fait la radio du matin à Rouge, puis mon writer, Yann Bilodeau, que tu as rencontré au début, que tu connais d'ailleurs, Yann, il me disait, ça se peut pas que vous soyez high de même. Mais pour vrai, tu sais, le matin, moi, je me craquais 2 cafés, puis pendant l'émission, un gourou. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ton corps vient comme, ouh, mais c'est vrai que tu as des mauvaises journées. Tout le monde a des mauvaises journées. Mais je savais pas, mais le fait que tu dises que le monde qui écoute du métal, c'est un échappatoire, tu sais. Fait que justement, le monde qui peut plus se plaindre ou relâcher ce steam-là, peut-être qu'ils vont mieux. Aussi, un truc que j'ai observé du métal, j'aime pas la lutte, mais j'aime beaucoup les gens qui aiment la lutte. Dans le métal et dans la lutte, il y a un deuxième degré. On niaise. On prend pas ça au sérieux. On sait que The Undertaker, il est pas vraiment un mort vivant. Et je crois que c'est super important, une distance ironique pour être bien en vie. Savoir qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Pareil pour le métal. Tu sais que... Pardonne-moi? Explique-moi pour le métal, en quoi ils sont deuxième degré? Il y a une rage que tu dois aller chercher. Que tu dois... C'est un petit peu... Il faut que tu prennes une grande respiration puis tu la laisses monter. Parce que personne est comme une toune de Metallica. Tu ne peux pas survivre en société. Si tu rentres, tu fais yeah! Tu fais comme qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu en ajoutes un peu. Et il y a une ironie, comme triper sur le métal, c'est un peu triper sur l'ironie parce qu'il y a un petit côté tout le temps un peu ringard dans le métal. Tous les groupes métal ont un petit côté comme ouais, ça c'est un peu trop, mais j'aime ça pareil. J'apprécie ça. Ben, mon Dieu, j'apprends. Parce que moi, mes 2 colocs d'université, c'était des fans de métal. Fait que j'étais allé voir genre Poison, puis j'étais allé voir, pas Poison, le Poison the Well, je pense que ça s'appelait. J'étais allé voir, le groupe s'appelait Zéo. J'ai vu des groupes quand même de métal, puis je me rappelle là, d'avoir été jugé. J'étais arrivé là, j'avais une coupe Beatles, j'avais un t-shirt blanc. J'étais le seul à avoir un t-shirt blanc au Fofone électrique ce soir-là. Tout le monde me regardait. Puis vraiment, ça m'avait crié « You fucking Beatles ». J'étais comme « Alright, je sais pas cool, quoi dire. » Oui, être différent dans la masse, mais je m'étais senti tellement jugé pour aller essayer une expérience de métal. J'étais comme mon Dieu, ce monde-là sont tissés serrés dans le mosh pit, là. Mais c'est ça l'expérience métal, c'est se faire dire You fucking Beatles. Ouais. C'est ça l'expérience métal. Il y a de quoi de beau là-dedans. Et je crois qu'on mérite tous de temps en temps de se faire insulter par un groupe et c'est fait dans la délicatesse et c'est fait. Je suis sûr que si tu disais, s'ils s'approchaient de toi et tu disais approche-toi pas, ils ne seraient pas approchés. Ouais, moi, dans la vie, je suis obsédé par les codes, les cultures. C'est ce qui est cool. Comme le métal, comme dans le BDSM, si tu dis certains mots, le monde arrête. C'est ça, il y a des safe words là. Comme arrêter de m'insulter. Mais tu vois, ma réaction à ça n'a pas été la meilleure parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de blender in. Fait que j'étais allé au merch, j'étais allé m'acheter un chandail du groupe qui jouait, que j'ai enfilé par-dessus mon t-shirt blanc. Fait que j'étais rendu dans la masse avec mes cheveux longs finalement et non plus un beat. Ce groupe-là a les meilleurs fans parce que ce groupe-là a amené de l'argent dans leur groupe par quelqu'un qui les aime pas. Ça, c'est fort. Ouais, c'est ça, là. J'adore des fans comme ça. Ça, c'est du marketing. Ça, c'est du marketing, j'avoue. Mais hein. C'est du peer pressure, dans le fond. Bien sûr. Ah, ouais. Oui. Ça, tu vois, ça fait partie de moi, mon problème à moi. Tu sais, tu dis tantôt, le monde,
Ils ont le droit d'être malheureux. Le monde qui dit qu'ils sont pas malheureux sont malheureux. Tu vois, moi, mon problème. Ça me rend malheureux d'essayer de rendre tout le monde heureux, je pense. OK, parfait. Non, vous n'avez pas mes cheveux, vous n'avez pas mon chandail, pas de trouble. Je reviens dans 3 minutes. Ça va coûter 35$, mais check est bien, là. Je suis convaincu. Je ne dis pas que tous les gens qui sont comme ça sont malheureux. Il y a plein de gens heureux. C'est pas moi qui décide qui est heureux et qui est malheureux. Ouais. Mais je crois que dans le besoin, dans le désir d'absolument être heureux pour faire plaisir à tout le monde, il y a une détresse. Je suis d'accord à 100%. Je me rappelle, il y avait une dame qui a écrit, je pense que c'est Joanie Gontier qu'elle s'appelle, je me souviens plus de son nom, mais elle a écrit sur son expérience à Salut Bonjour, par quel point, malgré qu'elle était heureuse à Salut Bonjour, à quel point elle était malheureuse. Puis ce qui me faisait rire dans tout ça, c'est que son approche c'était, vous le saviez pas, mais j'étais vraiment malheureuse puis j'étais en détresse. Et ça se fait pas, mais j'avais envie juste de partager l'article en disant, mais on le savait tous. Tu peux pas être à Salut Bonjour, faire la météo puis être épanoui. C'est même ça, le grand mensonge. Ce qui est difficile, c'est que on peut pas te le dire. Je pense que ça rajoute à la détresse. C'est que tu es en détresse, mais vu que tu n'exprimes pas ta détresse puis tu exprimes ton bonheur, il n'y a personne qui peut... C'est l'avantage, mettons, une artiste que j'aime beaucoup, c'est Pony. Pony, une artiste visuelle qui parle beaucoup de sa détresse. Mais en parlant beaucoup de sa détresse, les gens peuvent lui tendre la main. Ouais. Ils peuvent lui dire, là, comment ça va? Mais si tu montres tout le temps que tu es heureux, personne ne s'intéresse à ton malheur. Personne ne sous-entend que tu es malheureux. Et ça mais... à mon avis, ça approfondit le gouffre. Mais mettons, Pony, parce que je la suis, puis effectivement, sur ses médias sociaux, puis tout ça, puis tu sais, mais elle est créatrice, mettons, d'art visuel, de vêtements, de masques, puis de dessins, de cadres, si on veut. Mais, tu sais, mettons, à la télé, la fille qui fait la météo, elle peut pas faire... En passant, je me sens un peu comme la tempête en ce moment, là, tu sais. Ça serait génial. Au contraire, ça serait génial. C'est une des raisons pourquoi la télévision est aussi nulle, c'est que tu peux pas faire ça. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est génial. C'est quand même fou qu'en télévision, tu peux pas faire de quoi de génial qui va venir toucher les gens. Tu es obligé de créer une personnalité que personne a. Ouais. Personne est heureux à chaque jour. Par contre, dire « je me sens comme la tempête », c'est un truc tout à fait légitime. C'est une émotion adéquate. C'est normal de se sentir mal. C'est ça la condition humaine. Ah, j'avoue. Parce que tu dis ça, puis c'est drôle parce qu'on a parlé justement hier, j'étais à l'émission On va se le dire, la Radio-Canada, puis ce gars-là, il a croisé ma blonde en direct à 14h, c'était fou. Bob le chef est venu parler de mon podcast. J'ai un podcast qui s'appelle Couple ouvert avec ma blonde, Stéphanie Vandelay. Oui. Il y avait un dessin. Et Sébastien Diaz, à 14h, il a lancé un « Oh, elle ressemble à Angelina Jolie ». Puis il faut savoir que la blonde à Sébastien Diaz, lui, les brunes sarcastiques grandes, il n'haït pas ça. Fait que c'est particulier avoir un gars de Radio-Canada qui fait des centaines de milliers de dollars juste jeter au net à sur ta blonde en disant « Hey, pas laid, ce beau brin cette femme-là, en tout cas, quelque chose. C'est particulier. C'est une expérience particulière. Mais elle a dit, attends un petit peu, là. Parce qu'il y a une différence entre, il a creusé ma blonde, faire, apparaît bien, là. Je veux pas me lancer dans un... Cet homme est sensuel. Cet homme émane un érotisme, je veux dire, qui n'a pas de frontières. Oui. Alors, je crois que c'était un... je sais pas si toi, ça te tente. Moi, ça me tente. Je dis ça de même. Moi, je dépose ça là. Ah, je pense... Ben, regarde, je le connais peu, mais je le connais quand même. Mais je pense juste que c'est une... Je pense pas qu'il creusait ta blonde, mais garde, Thomas. Convaincu. Divergence d'opinion, mais en même temps, respect de ton opinion. Ça me trouble à quel point ça m'a excité. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est à quel point ça m'a excité. À quel point voir Sébastien Diaz, un homme à qui j'admire tellement cet homme, désire ma blonde, ça m'a tellement excité. La semaine où il a dit ça, j'ai fait l'amour à ma blonde bien plus fort, bien mieux. Bon, ben, hey! Je pensais jamais closer le podcast là-dessus, Thomas, mais je pense qu'on a notre mot de la fin. Sérieusement, on parlait de ça justement hier à la télé, du fait que c'est tough justement de tout le temps jouer le gars. Tu sais, en humour, là, sur scène, c'est pas non, je suis en train, on dirait qu'en le disant, je me rends compte que sur scène. C'est cool de réfléchir en parlant. Où tu non, mais tu peux. En humour, parce que l'humoriste doit toujours être là à faire rire le monde, mais ça reste qu'on peut passer des propos quand même plus tristes sur scène. Je l'ai déjà fait, puis... Je sens pas que Virginie Fortin, une artiste que j'admire, une humoriste qui me fait mourir de rire. Je sens pas que quand elle monte sur scène,
Elle sourit, puis elle fait « Tout va bien pour le meilleur des mondes. Yo, comment ça va en avant? » Ouais. Mais elle vient quand même, tu sais, sans dire qu'elle vient avec une façade ou un masque. Ça se peut qu'elle ait une petite journée de merde de ma mère est malade, mon chum m'a laissé, ma carte de crédit est loadée, mais quand je vais monter sur scène, je vais être la fille qui fait de l'humour sans faire Hey, by the way, en passant, tout chie dans ma vie, là, tu sais. Je pense Ce que je trouve génial de l'humour, c'est que, mettons, vu qu'on fait ce qu'on veut, on est libre, on n'est pas obligé de suivre le texte, on peut faire ce qu'on veut. On peut monter sur scène, prendre le micro et juste dire « Ma vie est un enfer, j'ai de la peine », puis faire 15 minutes là-dessus, improviser. Je trouve que c'est une des grandes libertés de l'humour. Virginie peut se faire, peut avoir des dettes, puis juste parler de ses dettes pendant 10 minutes. Mais est-ce que puis là, mettons, on parle parce qu'on est dans le milieu de l'humour puis tout ça. Tu te dis, je fais ça sur une soirée rodage, je fais ça, je suis au Bordel Comedy Club, j'ai un 15. Moi, personnellement, jamais je monte sur scène en faisant m'a essayé quelque chose, m'a l'air jasé de ma journée qui va pas au bordel, mettons, parce que je le vois. Mais si tu me dis c'est une soirée rodage, le monde le savent, ils ont payé un certain montant d'argent qui est représentatif d'une soirée rodage. Là, je fais ah ouais, je peux essayer quelque chose. Ou m'exprimer sur moi-même, mais après ça, tu fais est-ce que les gens vraiment sont venus pour m'entendre, je veux pas dire me plaindre, mais m'entendre parler de mes déboires de vie? Je sais pas trop, tu sais. Je pense que oui. Il y a des humoristes que moi, je veux entendre se plaindre. Je veux dire, Mike Ward, je veux l'entendre se plaindre. Il la rend quand il se plaint. C'est la force de bien les humoristes se plaindre. Ils se plaignent de manière... Des fois, certains humoristes, ça doit être particulier parce que quand ils se plaignent, les gens éclatent de rire. Quand Mike Ward il me parle de ses bad luck, je suis mort de rire. Ça me fait, je veux dire, Mike Ward, il commence son dernier spectacle noir en disant la commission des droits de la personne. Puis il parle pendant, je pense, 20 minutes de troubles de justice. Ouais. Je pense que c'est la force. Je crois même qu'un humoriste qui se plaint, un humoriste irritable, un humoriste en colère, un humoriste aigri, un humoriste qui sent que le monde est contre lui et il la rend. Je veux dire, un des humoristes les plus admirés sur la planète Terre, c'est Bill Burr. Bill Burr fait ça. Ah, si Bill Burr, il s'est chicané avec sa femme, c'est ça qu'il fait sur scène. Puis il en fait pendant 15 minutes. Puis moi, c'est ce que je trouve génial d'aller voir Bill Burr sur scène. Et d'un coup, il a passé une mauvaise journée. Moi, je veux bien plus voir Bill Burr de mauvaise humeur que Bill Burr de bonne humeur. Je veux voir Bill Burr qui s'est chicané avec son hôtel, puis sa carte de crédit, puis qui m'en parle pendant une demi-heure, puis que c'est pas écrit. Ça, je veux voir ça. Ouais, j'avoue que pour ça. Puis t'as raison que mettons, quand on parle de Mike, il parle quand même, tu sais, de faire hey, j'étais en dépression. Tu sais, c'est quand même des gros sujets lourds, puis il réussit à les amener. Puis ça finit par. Mais je me demande si ça devient rochant pour du monde qui font hey, pour vrai, je vous parle, pour vrai, ça va pas, puis le monde rit. C'est quand même, je trouve ça quand même weird. Comme... Je crois que la frontière, c'est toujours de l'art. Et comme ils disent, j'arrive pas à trouver le terme français, là, je trouve que c'est un terme parfait anglophone. It's an act. Ouais. It's an act. Je veux dire, quand le monde est. Je veux dire, il parle beaucoup de sa consommation d'alcool, Mike, mais pour l'avoir beaucoup côtoyé, j'ai jamais vu Mike sous mort. J'ai même. C'était ironique parce que moi, quand je traînais avec Mike, c'est moi qui buvais, qui était sous mort avec lui, puis lui, il était bien normal. Alors, it's an act. Oui, il y a eu des problèmes avec lui. Il n'y a peut-être pas la relation la plus optimale avec l'alcool, mais it's an act. Je veux dire, c'est une manière de l'exorciser. Puis je crois que si tu montes sur scène et tu demandes de l'aide, c'est pas l'endroit. C'est pas tes amis, c'est des gens qui viennent te voir en spectacle. Il y a quand même une frontière. Il faut pas oublier que ça reste un spectacle. Il y a juste toi qui parles. Les gens sont en silence. Les gens te regardent. Je trouve ça intéressant. Je suis en train de me dire si la fille de la météo, c'est pas It's an act aussi. Là, elle monte, elle fait là, je joue la fille heureuse qui vous parle de pluie. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je trouve que cet acte-là fait mal. Ouais. Ce acte-là est un mensonge. Et ce acte-là, je ne sais pas à qui il fait plaisir. Parce que je ne pense pas que les gens à la maison trippent tant que ça. Je pense que c'est juste une mauvaise habitude. C'est intéressant, Thomas. Je ne m'attendais pas à ce qu'en parlant des bruits, on arrive à parler de ça. Mais c'est magnifique. Et en plus, ce qu'on adore à la télévision, c'est des artistes. Il y a tellement d'émissions que des artistes parlent de comment ils se sentent. Je veux dire, Étienne Boulay, quand il parle de ses problèmes d'alcool, ses problèmes de drogue, il est fascinant. Quand, malheureusement,
France Castel, quand France Castel parle de la mauvaise relation qu'elle a eu avec son fils plus tôt dans sa vie, où elle parle de sa consommation, où elle parle de sa dépendance des hommes à une certaine époque, elle est fascinante. Alors, d'un côté, il y a tellement d'émissions qui misent là-dessus. Je veux dire, une émission que moi que j'adore, c'est pas ironique, c'est Deux filles le matin. Et Deux filles le matin, chaque jour, ils percutent un sujet difficile. Les gens sont là, les gens écoutent. Ouais, c'est intéressant. J'aime ça. J'aime t'entendre dire que tu écoutes Deux filles le matin. J'adore Deux filles le matin. J'adore Deux filles le matin. Tu ne cesses de m'impressionner. Et tout ça, là, ce que j'aime beaucoup de ce podcast-là, qui est mon podcast, mais c'est qu'on est parti de thème le bruit d'un chat qui miaule et on est rendu à parler des sujets durs de Deux filles le matin. C'est magnifique, l'univers du podcast. Thomas, on va à l'opposé, le son ou le bruit que tu détestes. La musique pour enfants. Oh, wow! C'est bon. Tu considères ça comme un bruit? J'adore ça. Hey, hey, mais attends un petit peu, toi, t'es un enfant, fait que qu'est-ce qui se passe? Pas de musique? On met beaucoup de... Je veux dire, il y a beaucoup de musique pop qui, je considère, les mélodies sont entraînantes. Je veux dire, si tu mets Buffalo Soldier, mon bébé, il bouge. Là. Ouais. Buffalo Soldier, il y a une raison pourquoi un gars en Jamaïque il a fait ce beat-là. Il y a des gens en Nouvelle-Zélande qui sont accrochés. C'est universel. Et ce qui est cool aussi de la musique, surtout la musique noire, c'est de la musique qui vient chercher, qui pogne dans les nerfs. C'est de la musique que c'est très difficile d'écouter de la musique noire et pas bouger de la tête, pas bouger tes épaules, pas bouger ton bassin. Alors, on met de la musique pop. J'adore ça. Est-ce que je t'ai amené, excuse-moi, je t'ai appelé à parler de ton enfant, j'ai même pas pensé à te demander si c'était OK avec toi. Il n'y a rien qui n'est pas OK. Il n'y a rien qui n'est pas OK. Et si je suis pas OK, je vais le mentionner. Parfait. Merci, Thomas. Quel a été, si tu te souviens, ton premier deuil? Mais la mort de ma mère, c'est sûr. Ma mère est morte alors quand j'étais âgé de 4 ans. Elle est morte 5 jours avant mon anniversaire. Elle est morte le 5 novembre 1993. Alors, mon premier deuil, c'est la mort de ma mère. Mon Dieu, je savais même pas ça que tu avais perdu ta mère, Thomas. Mes sympathies sont très en retard, mais quand même. Les choses qui arrivent. Mais oui, le premier deuil, c'est ma mère. Puis, as-tu eu une présence maternelle? As-tu quand même... Non? C'est une des raisons pourquoi j'ai une relation si particulière avec les femmes. Un mélange de... Ma psy a émis l'hypothèse que ma mère est morte en plein dans le dip. Et ma mère, quand elle est décédée, c'était un âge où tu es encore... J'avais 4 ans. Tu es encore très doux avec ton enfant et tu lui fais pas de... Tu lui mets pas... Tu lui dis jamais non. Ouais. C'est pas non un enfant de 4 ans. Tu es encore dans le... T'es là, je t'aime, t'es capable, tu le cajoles. Alors pour moi, j'associe pas les femmes à qu'on me dise non. Alors j'adore les femmes parce que j'associe les femmes à la liberté et à l'épanouissement. Par contre, vu que j'ai pas grandi avec des femmes, j'ai aucune idée comment connecter avec elles. Ça a changé, là. Ouais. Alors c'est un drôle de mélange de wow, quand je suis avec elles, je me sens bien, mais j'arrive pas à rentrer en contact avec elles. C'était un gros problème quand j'étais... surtout à l'adolescence, puis un peu dans ma vingtaine, qui a été réglé quand j'ai fait l'École nationale de l'humour. Parce que dans ma tête, j'avais accompli quelque chose. Et je m'étais dit, là, je peux adresser la parole à une femme, je vaux quelque chose, j'ai déjà réussi quelque chose. Alors, maintenant, je me sens... j'ai un diplôme, mais je l'ai déchiré, mais pour vrai, je vous jure, j'ai un diplôme dedans. Mais Thomas, tu me diras si c'est trop un terrain glissant ou tu veux pas, mais est-ce que c'était subitement ta mère? Est-ce que vous êtes... Tu sais que la mort de ma mère était très violente et très lente. C'est-à-dire que ma mère a eu un cancer des os, qui est un cancer qui... Il y a beaucoup de souffrance dans le cancer des os, tu le sais, tu étudies en médecine. Mais mon grand-père a eu ça, fait que moi, quand j'avais 7 ans, il a décidé de ça, mon grand-père, fait que je relate pour ce moment-là, je sais c'est quoi le cancer des os. Alors, j'ai beaucoup vu ma mère tomber. C'était un traumatisme, je sais pas si c'est un traumatisme, mais c'est un truc qui m'a marqué. C'était voir, moi, mon rôle dans la maison, c'était quand ma mère tombait, je courais après mon père pour qu'il vienne la relever. Alors, son cancer était fulgurant. Si tu regardes ça froidement, c'est court, mais 8 mois dans la vie d'un enfant, je ne sais pas combien de mois ça a pris malheureusement, là, mais dans la vie d'un enfant, c'est peut-être le quart de ma vie. Alors, c'était très long. Oui. Et c'était beaucoup de souffrance. Et c'était aussi beaucoup d'incompréhension parce que un des trucs qui a bouleversé mon père, c'est comment je peux expliquer à mon fils que sa mère est morte quand il ne comprend pas c'est quoi la mort. C'est donc bien bizarre. Ouais, mon Dieu.
Mais c'est très touchant. Tu sais, d'habitude, j'ai comme de quoi pour rebondir mais on dirait la perte de quelqu'un de proche familial. Tu sais, puis est-ce que tu as quand même, tu sais, parce que tu es rendu à 32, tu me disais au début, fait que ça fait 28 ans, tu sais. Est-ce que tu as encore des souvenirs clairs de ta mère? Est-ce que tu sais. Voilà. Étant donné que j'ai deux trucs. Étant donné que c'était une maladie assez fulgurante, Ouais. pour passer au travers, j'ai effacé ces souvenirs-là. Parce qu'un truc que, encore une fois, ma psychologue m'a expliqué, les enfants veulent vraiment protéger le parent. C'est un truc qu'on observe beaucoup. Les enfants veulent autant protéger les parents, sinon plus que le parent veut protéger l'enfant. Et je voyais mon père qui avait beaucoup de peine. Alors, j'ai fait semblant que j'avais pas de peine. C'est vrai, c'est très animal. C'est vraiment, je dois pas avoir trop de peine pour supporter mon père. C'est à l'âge de 7 ans que ça a explosé, mais ça, c'est un autre dossier. Alors, j'ai pas vraiment de souvenirs parce que la manière de passer au travers, c'est faire comme si ça n'avait jamais existé. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'un peu plus vieux, j'ai des trucs qui émanent. Très, très, très longtemps, je ne pouvais pas voir des photos d'elle parce que la peine était trop forte. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec une certaine carapace qui s'est créée, puis aussi un certain bonheur, maintenant, je peux voir des photos. Et les souvenirs que j'ai d'elle, c'est ce qu'on me raconte. Puis, est-ce qu'il y a eu, tu sais, mettons, un déclencheur ou quelque chose aussi qui s'est passé quand tu as eu ton propre enfant? Non, pas de souvenir maternel ou ce truc-là? Vraiment pas. Ce qui va le bouleverser, c'est quand l'enfant va avoir l'âge. Moi, c'est un truc que j'ai discuté beaucoup avec ma blonde. Ma peur, c'est que ma blonde meure. Moi, je suis obsédé par que ma blonde meure subitement. J'ai peur. Moi, quand l'enfant va avoir 4 ans, ma blonde le sait, je vais être bien gros sur OK, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens? Je suis obsédé par est-ce que ça va me réarriver? C'est moi, ma vraie peur, j'ai vraiment peur de l'abandon. Là. Ouais. Alors, c'est ça ma peur. C'est pas par rapport à l'enfant, c'est par rapport à ma blonde. Mais on dirait qu'il y a comme plein de choses qui s'expliquent de la peur de l'abandon. Ça vient pas de nulle part. Tu n'as pas développé ça de ouais, il y a quelque chose qui met. Tu sais, il y a eu quand même un je sais pas si je peux dire stress post-traumatique. Là. Je peux pas émettre de diagnostic. Je suis seulement ergothérapeute. Mais tu sais, il y a quand même. C'est quelque chose de. C'est quand même quelque chose de très gros. Mais est-ce que. Non, vas-y. J'allais dire que pour une note un peu plus aigre-douce, c'est grâce ou à cause, je sais pas quel terme est approprié, de la mort de ma mère, j'ai développé un sens de l'humour. Parce que très rapidement, je sentais que c'était mon identité. J'étais le petit gars que sa mère était morte. Parce qu'un truc qui m'a vraiment bouleversé, c'est fuck! Je suis un des rares qui n'a pas deux parents et qui n'a pas de mère. Ça doit même plate. Fait que j'ai développé mon sens de l'humour enfant en me disant, on va pas dire que je suis le gars que sa mère est morte, on va dire que je suis le gars drôle, je suis le clown, je suis le gars niaiseux, peu importe. Même si je te fais pas rire, ça me dérange pas, mais je veux que dans ta tête, tu te dises c'est le gars qui essaie de faire rire. Alors, très, 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 très tôt, j'ai essayé de développer ça. Est-ce que ça, souvenir, parce que 4 ans, fait que t'es arrivé t'étais même pas encore à l'école, en fait, ou tu étais en maternelle, ou t'étais. En pré-maternelle. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, l'arrivée à l'école, c'est ça. C'est ça qui est touché. L'arrivée à l'école, pour moi, c'était bouleversant parce que je pensais que j'étais abandonné. Je pensais vraiment que j'étais abandonné. Je pensais vraiment que, quand mon père m'amenait à l'école, je pensais qu'il n'allait plus jamais revenir. Ah, mais c'est ça, mon Dieu Seigneur. Mais c'est parce qu'il y a aussi toutes les notions de, tu sais, les professeurs, là, et c'est rien de méchant contre les profs parce que je les admire, puis. Mais tu sais, c'est toutes des affaires de tu te dis, ah, oubliez pas, là, vous donnerez ça à vos parents, ou tu sais, votre mère peut vous. Tu sais, c'est tout des. Moi, je me rappelle. Dans Allergie, il marquait sa mère est morte. Ah, mon Dieu. Qui est brillant. Qui est drôle et brillant. Je comprends que les pinottes, c'est grave. Mais c'est super important que sa mère est morte parce que la fête des mères, attention. Puis, tu sais, il y a une petite attention à avoir. Je trouve que c'est une note de mon père hallucinante, exceptionnelle. Puis, as-tu souvenir qu'au primaire, les profs respectaient ça ou t'as-tu senti qu'il y a eu comme du oh, c'est vrai, Thomas, faut pas. Il y a un truc particulier qui s'est produit au primaire. Les profs étaient très à l'écoute de ça, très gentils par rapport à ça. Alors, moi, j'ai commencé à manipuler. Là que j'ai compris la manipulation. J'ai compris que je pouvais manipuler des adultes avec la mort de ma mère. Ce qui est très bon pour être un artiste en passant, apprendre à manipuler très jeune. Parce que je suis d'avis qu'un bon artiste, ça manipule. Gentiment, là, mais ça manipule. T'es comme Phoebe dans Friends. C'est exactement. Ouais, mais tu sais, je peux faire ça, mais en même temps, ma mère est décédée. Parce que ça m'a fait penser à un truc qui.
c'est dans ma classe quand j'étais à l'université, mais il y avait une fille qui m'a dit, tu sais, toute ma jeunesse, j'étais la seule noire dans mes cours, puis le prof disait toujours, OK, là, vous allez prendre votre crayon couleur peau, tu sais, pour faire un... Puis était comme, mais j'ai pas ce crayon-là, tu sais, puis il était comme, oh shit, faut que j'arrête de dire ça parce que c'est pas la même couleur pour tout le monde, fait que là, il disait, prenez votre crayon beige pour tel truc. Fait que j'avais trouvé comme, mon Dieu, c'est... Tu sais, pour le prof, il faut penser à s'améliorer à ce niveau-là, mais pour l'élève qui a une différence des autres, c'est tough aussi d'être confronté. Mais toi, tu as réussi à développer une carapace. Dans la vie, les choses sont rarement tout à fait horribles ou rarement tout à fait exceptionnelles. Il y a de quoi d'enivrant dans être différent. Et ça, je crois ça devient une force. Ça devient une force plus tard. Mais là, ça fait drôle. Je sais pas si c'est une force, mais ça sécrète des hormones dans ton corps. Il y a de quoi... il y a de l'adrénaline de se sentir différent. Il y a combien de gens qui... Quand tu es souvent, un truc qu'on dit souvent, c'est que tu n'as pas de personnalité. Dans la vie, pour insulter quelqu'un, tu dis que tu n'as pas de personnalité ou tu n'as pas de style. Ouais. Quand tu es différent, tu n'as pas à travailler ça. Ça va de soi. Alors, il y a ça aussi qui... C'est un truc des fois que entre gens qui ont vécu des choses perturbantes, c'est pas juste du noir. Merci Thomas pour le partage sur ta marche. Je n'étais pas au courant, puis j'ai aimé beaucoup cette discussion-là. Je poursuis avec la prochaine question qui va totalement à l'opposé. Mais c'est quoi ton blasphème préféré? C'est pas peut-être un mot des... Pauvre? J'adore dire pauvre. Je trouve ça drôle. Je suis content, t'es le premier qui va pas dans les mots d'église parce que... Pauvre. Ah oui? Mettons, utilise-moi les noms dans une phrase. Yo, pour vrai, t'as vraiment une attitude de pauvre. Un pauvre, ça pense de même. Regarde le pauvre. Je trouve ça génial. Parce que ce qui est cool dans cette insulte-là, c'est une attitude d'être pauvre. Dans être pauvre, il y a un manque. Pas que c'est ça les pauvres, mais quand tu l'utilises comme insulte, ce que tu exprimes, c'est que tu n'as pas d'effort intellectuel. T'es bien trop instinctif. T'as peur. Il y a de quoi là-dedans. Puis c'est cool à dire. Hey, un pauvre. J'avoue que la sonorité se dit bien, mais je n'avais jamais entendu ce blasphème-là ou ce patois-là. Encore une fois. Ça fait mal. C'est ça qui est cool d'un blasphème. C'est que ce qui est particulier des blasphèmes d'église, c'est que c'est plus un blasphème. Ouais. Parce que c'est rare que tu dis tabarnak, puis tu fais moi je vais à l'église à Twist, man. Puis quand tu dis tabarnak, tu fais mal à mon Dieu. Dire pauvre, il y a des trucs particuliers. Il y a des gens qui pas dire que ça. Voyons donc, c'est pas la faute, puis c'est une question. Je trouve que dans un blasphème, il faut que tu fasses mal à du monde. Tu dis un blasphème, t'as peur des réactions, sinon c'est pas un blasphème. J'aime la sonorité. Je pense jamais l'utiliser, mais néanmoins, c'est un bon terme. Maintenant, on poursuit avec... On sort un nouveau billet de banque demain, Thomas. Il faut mettre un homme ou une femme dessus. Qui est-ce qu'on devrait mettre? Marjo. Marjo, à l'époque où elle est dans Corbeau, puis elle est à son 6e rappel. Puis elle est toute en sueur. Puis elle touche la foule. Mais t'étais donc bien prête! J'adore Marjo. Où j'habitais avant, sur la rue Ontario, il y a une murale de Marjo où elle dit « On lâche pas ». Et le nombre de fois que je passais à côté de la murale, puis j'allais mal, puis Marjo dit « On lâche pas ». Puis t'as raison, Marjo. Je trouve que la musique de Marjo est tellement percutante, tellement forte. Je pense pas que tu peux entendre une chanson de Marjo, entendre la voix de Marjo, entendre les paroles de Marjo, voir Marjo et rester indifférent. En bien ou en mal. Non, v'là 2 ans, parce que l'été dernier, il n'y avait pas de festival. V'là 2 ans, j'étais au festif de Charlevoix. Et puis, c'était Marjo qui ouvrait le show. Puis après ça, c'était les 3 accords. Puis, force est d'admettre que Marjo, elle a encore beaucoup de jus, là. Elle a fait les tunes, les rappels, les trucs. Le monde avait allumé leur lighter, même s'il faisait clair. Elle en donnait, elle aimait tellement son... Tu sais, Marjo a tombé en bas du stage, puis elle a continué à chanter. Là. C'est cette femme-là, elle lâche pas, justement. Là. Non. Elle est vraiment... Ouais. Puis après ça, j'étais backstage avec elle, puis j'étais vraiment impressionné. Mon Dieu, j'étais avec Marjo. Je suis backstage avec Marjo. J'ai ma photo avec elle. Et... Non, crime. On la met sur quelle valeur de billet? Les 50 $.
Les 50. Ils sont pas acceptés partout. C'est exactement. Oui, je pense que les 50 $. Parfait. Non, mais le brun, ça y va mal. Le brun, ça y Ouais. va mal. Le vert, je pense que ça va bien. Non, les 10 $, parce que bleu, les 10 $. Les 10 c'est mauve. Ah, pardonne-moi. Fait que les 5 ou les 10. Je pense que c'est une belle couleur pour Marjo. Parce que bleu c'est 5, mauve, c'est 10, vert, c'est 20, puis 50, c'est rouge. On le met sur les 20$. Puis au lieu de la reine, on met Marjo parce que, et c'est pas une blague, Marjo a bien plus accompli de choses que la reine Elisabeth. Mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce que la reine Elisabeth a fait? Je me rappelle, il y a un truc qui m'a profondément choqué qui est arrivé il y a 8 ans. Serena Williams, aux Jeux Olympiques de Londres, je pense que c'était en 2012, elle a gagné le tournoi de tennis olympique. Elle a gagné la médaille d'or à Wimbledon, parce qu'on est à Londres, on va jouer sur gazon. Et à la fin, Serena Williams, qui, on se rappelle, vient de Californie, vient de Los Angeles, vient de Campton. Elle a fait un Crip Dance, qui est la danse des Crips, devant la reine. Puis elle a dû s'excuser d'avoir fait une danse Crips. Et je trouve que c'est horrible qu'on ait demandé à Serena Williams, une femme qui incarne le rêve américain. Elle incarne l'idée des États-Unis. C'est une femme qui est partie d'un ghetto. Elle s'est retrouvée devant la royauté. Elle doit s'excuser à une femme qui s'est enrichie avec le colonialisme. Elle s'est enrichie avec le colonialisme. C'est une des raisons pourquoi Serena Williams elle vient d'un milieu pauvre. S'il y a des Crips, c'est un petit peu, en partie, à cause des politiques des Anglais, des politiques britanniques. Alors, laisse-la faire une petite danse inoffensive que personne n'associe au crime. Un Crips Dance aujourd'hui, personne ne fait « Oh wow, vois quelqu'un qui danse, j'ai envie de voler un dépanneur. » Personne ne pense que ça. Personne. C'est juste cool. Et c'est, en plus, la force des Noirs américains. C'est pour se sortir de la misère, pour se sortir de la ségrégation. On doit avoir un style et on doit faire de l'art mieux que quiconque. On doit faire de l'art qui accroche tout le monde dans l'immédiat. J'aime ça. J'arrête pas de penser au fait que c'est Marjo sur les billets. Puis il me semble, j'ai le goût d'arriver à faire hey, sur un 10$ en mauve, là, puis faire t'aurais-tu 5 Marjo? J'ai juste un 50. Je veux pas. J'aimerais ça utiliser l'unité de monnaie Marjo. Je vais te prendre 5 Marjo, puis 2 20, puis 2 5. J'adore ça. Faut pas que je dise ce que je vais dire, là, mais faire de la coke avec un billet de Marjo, ça doit être. On va le dire, là. Je suis sûr. Oh, pas qu'à faire de la coke. Fais ça avec des Marjo, man. Comment ça? Let's go! Je suis sûr que si tu roules un Marjo puis tu sniffes, tu fais ça s'est pas rendu. Je comprends pas pourquoi la coke s'est pas rendue dans mon nez. Le billet en a pris la moitié. Le billet, il bouge! Finalement, c'était un billet. Ah, c'est drôle. OK, merci pour ce bon moment. OK, Thomas, le métier que tu aurais détesté faire. Huissier. Oh mon Dieu Seigneur, exactement comme toi, huissier, douanier, tout ce qui implique de justement rentrer et faire toi maintenant, t'es pauvre. C'est ça la fin. Ah ouais, huissier, pour quelle raison? Toi, c'est la confrontation, c'est quoi? C'est un débat moral sans cesse. Tous les jours, tu dois enlever des choses à des gens pour quelqu'un d'autre. C'est tellement difficile. Ça doit tellement être difficile. Ça... Wow! Je veux dire, on dit souvent, j'ai souvent entendu dire plutôt, que les dentistes vivent beaucoup de tristesse parce que personne ne va aller chez le dentiste. Ben là, personne ne va voir un huissier. Ça. C'est sûr. Je me demande en quoi tu étudies dans la vie pour aller vers huissier, puis comment tu te sens à chaque... Tu sais, moi, j'imagine juste le gars de stationnement qui passe dans ma rue à chaque jour pour donner des tickets. Je fais, y a-t-il un sentiment de devoir accompli le soir, lui? Y a-t-il où il sent toujours un peu comme une merde? Je me demande ça. Fait que s'il y a des données de tickets ou des huissiers dans les commentaires, dites-nous comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le bonheur parfait. Je veux savoir. Il y a un film génial de Michael Moore, le premier film de Michael Moore, Roger and Me, qui est en gros l'histoire de... Lui vient de Flint, au Michigan. Flint qui
dépendait de l'usine de GM, une usine automobile, et l'usine ferme, alors la ville meurt. C'est l'histoire d'une ville aux États-Unis qui meurt parce que l'usine ferme. Et Michael Moore, qui est un gigantesque, qui est un cinéaste extraordinaire. Là. Je trouve que les documentaristes, ce qui est cool des documentaires, c'est pas... Moi, j'écoute pas les documentaires pour apprendre des choses sur la société. Je regarde des documentaires pour comment on raconte une histoire. Souvent, les documentaristes, c'est les meilleurs pour raconter une histoire. Ouais. Un truc qu'il utilise, Michael Moore, c'est qu'il suit un huissier. Puis on le voit tout le film. C'est un huissier qui doit... En plus, ça ajoute, là, c'est un huissier noir qui va dans les maisons d'autres Noirs américains et les fait sortir. C'est très triste. C'est d'une tristesse absolue. Et comment ça s'appelle? Il s'appelle Roger and Me. C'est le premier chef-d'œuvre de Michael Moore. C'est ce qu'il a mis sur la map. Je vais regarder ça. Thomas, excuse-moi, je t'ai coupé pour aller sur l'autre question, mais Thomas, si la réincarnation existe, en quoi t'aimerais revenir? Jay du Temple. Jay du Temple. J'adorerais être Jay du Temple. En ce moment-là, j'adorerais avoir le corps de Jay du Temple. J'adorerais avoir l'influence de Jay du Temple. J'adorerais avoir l'admiration qu'on lui porte, la crédibilité qu'on lui porte. J'adorerais être Jay du Temple pendant une semaine et je ferais tout perdre. Malheureusement, parce que moi, mon esprit dans le corps de Jay du Temple, c'est fini. Autodestructeur, autosabotage. Autosabotage. Beaucoup de plaisir. Ouais. Mais les gens vont dire on ne peut plus y donner du pouvoir parce qu'il en abuse. J'adorais Jay du Temple. Ouais. Est-ce que c'est un ami dans la vie de Jay du Temple? Non. C'est pas un ennemi, là, mais je suis pas intime avec Jay du Temple, je discute pas avec Jay du Temple. Les seules fois que je le vois, c'est qu'on a le même studio pour qu'on se croise. Mais j'adorais être Jay du Temple. Parce que reste que quand nous, on s'est croisés, où tu avais ta photo de Tom Brady, c'était chez Jay du Temple. À l'époque, Jérémy du Temple Quirion. Mais ouais, ok, parfait. Je ne savais pas que tu étais des bons amis. Mais j'aime ça. Je suis pas sûr que ça reste. Je trouverais ça génial. J'adorais qu'il me fasse confiance pour me mettre en direct de l'univers. Autour de quoi bizarre à la télévision d'État. Le pire, c'est qu'on dirait que dans le concept de la réincarnation, je pense pas que tu peux revenir dans la peau de quelqu'un qui existe déjà. Mais c'est quoi? C'est un podcast. On fait ce qu'on veut. On change les règles. Fait que je peux manipuler Dieu. Oui, t'arrives, tu fais « Hey, dude. » Ma mère est morte. Tu es ma mère quand j'avais 4 ans, tu vas me mettre dans le corps de ce bel étalon-là. Va, vu de même. OK, parfait. On continue dans le... En plus, je serais patiné. Ça, c'est quand même cool. Tout ce que j'ai du temps fait, je suis prêt à le faire. C'est vrai qu'il est bon au hockey. On était dans la ligue de hockey. Mais Thomas, tu t'es nettement amélioré au hockey. Tu étais rendu... J'ai déchiré mon tendon d'Achille, fait que non. Je patine tellement mal que ça a bousillé mes chevilles. Ah, je savais pas que tu t'étais déchiré le tendon d'Achille. Ah ouais? OK, c'est revenu, puis tout ça. As-tu rejoué au hockey depuis? Non. Oui, oui. Puis c'était très mauvais, puis j'avais très peur. Bon, mais moi, j'ai une patinoire sur mon lac, à l'arrière, au chalet. Je t'invite à venir patiner. Il n'y a aucun stress. Il n'y a pas de vitesse d'impliquer. Il n'y a même pas de but. Fait que c'est vraiment du patinage libre. OK. L'invitation est lancée. Thomas, après ta mort, on reste dans le dossier de la mort. Tu arrives aux portes du paradis. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise? Le silence. J'aimerais ça savoir que Dieu n'existe pas et que tout ça est un hasard. Ce que je voudrais entendre, c'est le silence. Et enfin, je trouve pas le mot, mais enfin, la preuve que Dieu n'existe pas. La preuve ultime, tu arrives en haut, tu fais comme, hein? J'avais dit depuis le début qu'il n'existait pas. Je trouve que c'est plus intéressant l'existence sans l'existence de Dieu. Tu trouves ça plus excitant sans l'existence de Dieu parce que tu sais qu'à la fin, il n'y a plus rien qui se passe? Non, c'est que s'il y a un Dieu, il fait mal sa job et il mérite qu'on l'assassine. S'il y a un Dieu en ce moment, c'est quelqu'un d'injuste, c'est quelqu'un de profondément méchant, c'est quelqu'un qui aime la souffrance. S'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il fait? J'avoue qu'il punch puis il fait rien. Il fait rien. Alors, je préférais qu'il n'y ait pas de Dieu. C'est beaucoup moins anxiogène qu'il n'y ait pas de Dieu. Parce que s'il y a un Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en silence qui ne fait rien. Thomas,
on dirait qu'à chaque réponse que tu me donnes, tu confirmes que c'est une excellente décision de t'avoir invité sur le podcast. Je m'attendais à aucune de ces réponses-là. Sais-tu quoi? J'haïs pas l'idée d'arriver en silence ou que, tu sais, j'entends rien, il n'y a plus rien qui se passe, je m'éteins, c'est la fin. Il faut savoir que je suis un gros fan de l'Acteur Studio. Au départ, c'est drôle que tu dises ça parce que toi, ton podcast, c'est tiré de l'Acteur Studio. Moi aussi, la première question, je l'ai tiré de l'Acteur Studio. Je trouve que c'est super important quand tu rencontres un artiste de savoir d'où il est, en quelle année il est né, puis dans quel environnement. Ouais. J'ai adoré cette émission-là. Est-ce que tu te rappelles, c'est-tu Jake Lindell, l'animateur? Est-ce que tu te rappelles du nom de l'animateur? James Lipton. Ah, c'est ça. James Lipton, qui nous a quittés, malheureusement. Oui, puis récemment, en plus, je me rappelle d'avoir vu ça passer. Moi, je me rappelle d'avoir écouté plein d'émissions, mais d'avoir été vraiment marqué de quand il avait reçu Tom Hanks. Moi, je suis fasciné par Tom Hanks. C'est quelqu'un que j'adore. C'est un de mes idoles, en fait. Puis, c'est ça. J'avais vraiment été impressionné de cette émission-là. Puis c'est là que j'avais remarqué. J'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement pertinent. Puis j'aime tellement ça. Puis j'aime ses réponses. Puis j'aime les questions. » Fait que oui, c'est de là que c'est parti. Mais c'est cool de savoir que tu utilises un peu... Bien sûr. C'est quoi tes épisodes favoris de l'Acteur Studio? J'ai vraiment trippé sur Tom Hanks en partant. J'ai beaucoup aimé quand c'était Robin Williams. Robin Williams, là, il était insane. Je me rappelle d'être assis, peut-être fasciné qu'il y avait un foulard. Puis il a fait, je pense... Il a fait 4 impros avec, ouais. 4 personnages différents. Ouais, exact. La madame avec un truc autour. J'avais tellement été impressionné. Puis je voyais aussi l'animateur qui... J'ai pas le contrôle, mais je laisse aller la bride. Il va donner un bon... Il faut savoir que James Lipton, c'est un auteur comique au départ. Il écrivait pour Bob Hope. Alors, il comprend l'énergie de Robin Williams. Au contraire, il est en contrôle. C'est lui qui... C'est curieux parce que, ce que j'observe, c'est lui qui était en contrôle parce que c'est lui qui l'invite à faire ça. Mais après ça, il part quand même sur une chire, là. Ouais. Je veux dire, quand tu es acteur, Bob Hope, qui est un grand acteur comique, qui a un énorme impact sur la comédie, c'est entre autres lui qui a inventé le quatrième mur. Casser le quatrième mur à l'écran, c'est Bob Hope qui, je pense, le premier ou un des premiers. Là. Un des premiers qui s'adressait directement aux spectateurs. Puis qui faisait des blagues sur ses auteurs. Des fois, quand il y a une blague, il faisait des blagues. Puis il disait, ouais, je sais, ça, je voulais pas la faire, mais le gars, il m'a dit de la faire. Les writers, ouais. Fascinant. Moi, je crois au contraire. C'est ce qu'il voulait. Ah, peut-être qu'il était. Mais c'est vrai que c'était un très, 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 très bon intervieweur et animateur. Fait il était en contrôle peut-être tout le long en semblant ne pas l'être, peut-être. Je sais pas, c'est. À m'amener. Moi, une de mes émissions favorites, c'était avec Robert De Niro. Puis souvent, ce qu'il fait aux acteurs, il demande est-ce que je peux parler à tel personnage? Puis il fait ah oui, tu peux parler à tel! Les gens applaudissent. Je pense qu'il a demandé à Robert De Niro hey, est-ce qu'on peut voir Travis Bickle, un grand personnage, ou le parrain? Ouais. Il a fait non! Il a dit why? I don't feel like it. J'ai adoré ça. J'ai adoré Robert De Niro qui fait je suis pas ton sang. Hey, j'ai pas envie de faire ça, Chris. Ouais. Passe à l'autre affaire. Je suis parti. C'est génial. Ouais. Mais ça, tu vois, moi, mettons, en dedans de moi, je fais comme oh mon Dieu, ils viennent de se barrer à vie. Tu sais, quelqu'un qui a confiance en lui, puis tout ça. Puis le monde le réinvite à. Tu sais, en fait, j'admire ça. J'admire ça au plus haut point. Quelqu'un qui est capable de faire non, je vais pas me ridiculiser ou j'ai pas envie. C'est pas une journée pour moi, je le fais pas. Si tu t'intéresses un peu à Robert De Niro, il le fera pas. Ouais. Un truc génial. Moi, mon épisode favori de tous les temps, c'est avec Martin Scorsese, le réalisateur. C'est un épisode, je pense, ça dure 2 heures. Ouais. Il parle de Robert De Niro. Il parle de Taxi Driver, un de mes films favoris. Puis il explique que dans le film, vu qu'un acteur qui était malade, Martin Scorsese est obligé de jouer dans le film. Il joue une scène, il joue le rôle d'un homme qui rentre dans le taxi de Robert De Niro puis qui dit, il l'arrête devant un hôtel puis il dit, ça c'est ma femme, que je sais qu'un autre homme m'allait tuer ma femme puis ce gars-là. Et dans la scène, ce qu'explique Scorsese, c'est que dans la scène, Travis Bickle, il n'arrête pas le meter. Puis il n'arrête pas de recommencer. Puis Scorsese, il a dit à Robert De Niro, mais c'est écrit dans le scénario qu'il faut que tu arrêtes le meter. Puis il a dit à Martin Scorsese, make me arrêter le meter. Et il n'a pas réussi c'est drôle parce que dans le film, le meter, il n'arrête jamais. Parce que Martin Scorsese n'a pas été capable. Et ça en dit tellement plus sur le personnage et c'est intéressant. Ben oui, il est incarné, tu sais. Ouais.
C'est très bon. Thomas, moment préféré du podcast pour moi. On est rendu à la question de ma mère. Let's go! Ma mère qui demande, Thomas, toi qui es nouvellement papa, comment trouves-tu la socialisation de ton bébé en temps de pandémie? Très facile. Ah oui? Oui, parce que ça se passe très, très bien. Le bébé aime le monde. Elle est à la garderie depuis qu'elle est très jeune. OK. Alors, très, très bien. Fait que tu as réussi. OK, ça, t'es à la garderie. Ça, je me demandais parce que nous, on a justement un couple d'amis qui a un enfant récemment, puis c'est vraiment tough parce que là, on veut pas que le monde la prenne, mais en même temps, je pense Bon, que ça moi, je prend mets mon bébé dans les bras du monde. Ouais. OK. De force. Puis le monde n'aime pas ça. Puis le monde, ils peuvent pas jeter un bébé, fait qu'ils sont pognés avec. Non, effectivement. Bon, mais mon Dieu, ça a été Le bébé peut pas le pogner. Ouais. Ah, je savais pas qu'il pouvait pas le pogner. Je pensais qu'il pouvait être quand même vecteur de portage. Ah, mais j'espère que mon bébé il rend malade plein de monde. J'espère. Il y a un truc que je trouve particulier de la pandémie, c'est qu'on peut pas exprimer qu'il y a des gens qu'on espère qu'ils pognent, le COVID. Au début, quand le COVID est sorti, quand j'ai appris qu'il y a un virus qui s'attaque juste aux personnes âgées, ça m'a fait vivre beaucoup de bonheur. Parce que c'est quand même fou, parce que Boukhar Diouf, une fois, il expliquait ça. Boukhar Diouf, qui a étudié et enseigne tout ce qui a rapport à la vie marine, dans un océan ou dans un truc marin, dès qu'il y a une espèce qui domine les autres, il y a un virus qui vient l'éradiquer. Ouais. En ce moment, il y a un problème des richesses. Les vieux, les baby boomers ont plus de richesses que les plus jeunes. Je trouve quand même génial qu'il y ait un virus qui s'attaque au pourcentage de la population qui possède tout. Ouais, mais là, oui. Mais tu sais, mettons, on le compare au monde marin. C'est sûr que le monde marin, c'est la chaîne alimentaire, là. C'est pas. Mais ouais. Moi aussi, je veux dire. C'est vrai aussi pour. On le considère. Je veux dire, le capitaliste, c'est aussi la chaîne marine. L'idée d'Alan Smith, c'est un peu ça, c'est la compétition. Regarde, Carlis, Thomas, je me disais, on dirait que je peux pas rebondir jamais. Je fais, bon, mais un virus qui s'attaque, je veux dire que c'est très, très, très triste que des gens qui ont 77 ans et 600 000 $ dans un compte en banque qui est pas dans l'économie. C'est très triste. C'est une bonne affaire que ça arrive, ça. Peut-être pas. Ça redistribue les richesses à leur famille. Ouais, OK. OK, Thomas, question rafale. Hey, ça va aller de n'importe où, mais question rafale personnalisée à toi. Alors, tu dois choisir l'option que tu aimes le plus entre les deux. Tu peux t'expliquer, tu peux ne pas t'expliquer. C'est comme bon te semble. Écriture ou faire de la scène? Faire de la scène. T'aimes mieux faire de la scène? Et moi, je vis beaucoup plus d'anxiété et de trac par rapport à l'écriture. Parfait. La scène ou le podcast? Le podcast. Parfait. Le prochain, j'ai hâte. Michael Jordan ou LeBron James? Michael Jordan. Veux-tu mon opinion sur Michael Jordan contre LeBron James? Ben oui. Voici ce que j'avance. La légende, le truc l'histoire la plus intéressante, c'est Michael Jordan. Le meilleur athlète, c'est LeBron James. Le gars le plus fascinant, c'est Michael Jordan parce qu'il est contradictoire. Il est méchant. T'sais, Michael Jordan, on peut l'expliquer en une phrase. C'est un homme que tout le monde aime et puis lui, il aime personne. Il y a quoi de fascinant là-dedans? C'est un meilleur personnage. Il est plus le fun à suivre. LeBron James, par contre, il est beaucoup plus humain. Il est beaucoup plus... c'est un meilleur athlète, à mon humble avis. C'est un meilleur joueur de basketball que Michael Jordan. Mais il y a une fascination avec Michael Jordan. Les histoires de Michael Jordan sont tellement plus saisissantes que... Mettons, LeBron James, il a investi son argent pour faire une école d'où il vient, dans un quartier pauvre, pour aider les jeunes de son quartier. C'est une belle histoire. C'est beau. C'est aussi beau que Michael Jordan. Il a déjà frappé un coéquipier d'en face pendant une pratique pour dominer l'équipe. Ouais. C'est moins comme... Oh! Il y a aussi Michael qui a refusé de prendre position pour ses souliers parce qu'il a dit tu sais, il y a du monde qui m'haït, qui en achète, il y a du monde qui vote. Republicans buy shoes too. Exact. Achète des souliers aussi parce qu'il a pas voulu endosser un démocrate. Ouais, exactement, c'est ça. C'est une phrase géniale! Les Républicains achètent des souliers aussi.
Michael Jordan est beaucoup plus fascinant. Par contre, dans la vie, comme modèle, c'est mieux LeBron James. Parfait. Cuisiner ou fast-food? Fast-food. Ouais? T'es pas un gars de cuisine pantoute? Je cuisine... C'est horrible ce que je cuisine. Ça goûte pas Ok. bon parce que c'est moi qui l'ai cuisiné. On retourne dans le sport. OK. Patriots ou Buccaneers? Les Pats, parce que les Buccaneers, ils ont un gros bateau dans leur stade. C'est ridicule. Tu dois pas aimer le Miami Deli dans ce cas-là à Montréal? Ou qu'il y a un gros bateau dans le parking? Je les salue, moi je les adore. Je mange là 2 fois semaine. Très fast-food. OK. Hey Tom, ça c'est une bonne question. Puis je dois dire, je donne jamais assez le crédit, mais dans les questions rafales, j'ai beaucoup d'aide de mon auteur, Yann Bilodeau, qui demande pourrais-tu vraiment être dans un couple ouvert? Ouais. Ouais? Ouais. Parce que c'est le titre du podcast, mais tu sais, même moi, je m'étais questionné, j'ai fait, mon Dieu, c'est... Ah ouais, tu serais... Ah, parfait, mais oui, la réponse est juste oui, il n'y a pas besoin de développement, moi. Speed. J'ai déjà été alcoolique, j'ai fait plein des affaires bien pires qu'un couple ouvert. Parfait. Horrible qu'un couple ouvert. Mais on dirait que toi, c'est considérant que ça fait comme l'inverse. Tu sais, mettons, tantôt, t'expliquais que, tu sais, Sébastien Diaz, il a dit que ma blonde était belle, mais j'ai juste plus envie de se faire l'amour. On dirait que tout ça... Comme tu disais, le mot crotte t'a amené à apprendre l'anglais. Quelqu'un qui tripe sur ta blonde va t'amener à encore plus l'aimer. C'est peut-être juste positif d'être dans un couple ouvert dans ton cas. OK? Thomas, tu ne peux plus jamais rien publier sur Facebook ou tu ne peux plus jamais retourner dans les bars? Ah! Je choisis Facebook, je veux garder Facebook. Ouais, plus Facebook. J'avoue que maintenant, en le lisant, je suis comme, ouais, on dirait qu'on s'est habitué à ne plus aller dans les bars en ce moment. C'est pas je dirais, ça va-tu encore exister? On ne sait pas. Hey, j'espère que ça revient, là, honnêtement. Là. Thomas, c'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Ma plus grande phobie, c'est de être persuadé que j'ai une idée géniale, adorer cette idée, la mettre à terme, la présenter à tout le monde et réaliser, oh mon Dieu, c'est juste quelque chose que j'ai copié sans me rendre compte. Ah, wow. Ouais. Ça c'est. Mettons, j'ai l'idée de. Tu sais, t'arrives avec un gag, c'est fucking drôle, puis là, quelqu'un fait. En passant, quelqu'un fait un gag vraiment similaire ou disons le même gag, tu fais. Ah, c'est tellement déchirant, là. Tu sais, ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé, là, t'écris une joke, puis quelqu'un me mentionne, yo, ça c'est un meme, puis là, je dis, ah fuck, ben oui, je l'ai vu ce meme-là, puis j'ai recopié le meme, voyons donc, j'ai fait la joke. Ce qui est tough, c'est quand si tu t'en rends compte 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard. Puis je pense que le plus difficile, j'y crois que des fois tu as la même idée que quelqu'un d'autre. Ouais. C'est sûr. Par contre, le plus difficile, c'est quand on te le met sous le nez. Au début, tu le dénies, voyons donc. Ouais. Puis tu réalises. Non, j'ai vu ça. Non, je regarde ça froidement, je l'ai déjà vu. Ah, fuck. Ouais. Je l'ai effacé de ma tête, puis c'est ma plus grande peur. Mais la plus grande peur, c'est si c'est, mettons, un truc que tu travailles depuis des semaines, des mois, ouais. Tu le présentes, et là, oh non, tout ce temps-là, c'était pas un éclair de génie, c'était juste recréer un truc que j'ai déjà fait quelque part. Ça fait vraiment peur, ça. Ouais, j'avoue. Moi ce que ça m'est déjà arrivé, tu fais une joke, quelqu'un vient, tu sais, ou la personne, moi, ça m'est déjà arrivé avec Ben Lefebvre. J'étais au Bordel Comedy Club, je sors de scène, j'ai rien à faire, je parle des chats, puis Ben fait, man, j'ai un truc. Pareil. Ben, ça peut pas être pareil. Là. J'étais assis avec Simon Delille, j'étais assis avec Yann Bilodeau. On a écrit ça chez nous, tu sais. Puis il fait, je te jure, man, puis là, il m'a envoyé, puis j'ai répondu dans la minute. Je fait, hey, vraiment désolé. Puis, tu sais, aussi, j'ai la preuve de, tu l'as fait clairement avant moi. On passe à d'autres choses. Mais je sais que c'est déjà arrivé. Laurent Paquin, Phil Roy, les deux s'écrivent, font comme, hey man, je le savais pas. Phil Roy fait, pas de trouble. Moi, je me rappelle pas si c'était Laurent ou Phil, mais ça arrive des fois, les idées sont dans le bassin. Là, tout le monde fait comme, tu sais, où tu prends quelque chose, une joke d'actualité, puis 3 personnes ont pensé à la même joke. Là. Moi, toutes les fois que je mets un meme sur OD... Les jokes d'actualité, ça, je m'en fous un peu parce que je me dis, ça se peut qu'on soit plusieurs à avoir eu la même réflexion. Ouais. Ce qui est tough, c'est vraiment quand c'est un truc qui sort un petit peu de nulle part. Là, un peu comme quand tu parles des chats. Ouais.
Ouais. Ben, tu sais, encore là, les chats restent que, même si c'est pas d'actualité, tu observes un comportement félin. Ça se peut que dans l'esprit humoristique, tu fasses Hey, j'ai remarqué ça, l'autre personne dit la même affaire. Mais bref. Bon, Thomas, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ça me fait rire, ça, parce que moi, des fois, je souhaite des cancers des poumons à genre du monde parce que j'aime pas ce qu'ils portent. Ça me fait rire cette expression-là parce que moi, je souhaite des choses tellement ignobles à des gens qui m'ont rien fait, qui m'ont un petit peu irrité. Ouais. Alors, mon pire ennemi, je souhaite tout le mal. Ça m'a toujours fait rire, cette expression-là. Ah, moi, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Moi, je souhaite des choses tellement. Je souhaite la torture à du monde que j'aime pas comment ils attendent en file. J'aime pas ça. J'aime pas leur attitude dans une file devant moi. Alors, j'espère qu'en ce moment, ils ont une tumeur cancéreuse qui prenne possession de leur corps. Alors, tu dis mon pire ennemi. Yo! Le pire des affaires. Eh ben, j'admire. J'entends, mettons, je lis sur des génocides. Ouais. Puis il y a toujours quelqu'un qui va dire Ah, c'est tellement inhumain. S'il y a un truc que je comprends, c'est les génocides. C'est pas beau. C'est pour ça qu'il faut des lois, puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais s'il y a un truc qui se répète toujours dans l'histoire de l'humanité, dans tous les peuples, partout sur la planète, c'est un génocide. On a ça à l'intérieur de nous, le désir de détruire l'autre. Ça fait partie de l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des génocides en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie, la relation avec les Premières Nations, c'est pas la meilleure affaire. Le désir de détruire l'autre, le bonheur. Il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'arrive jamais à finir parce que c'est long et c'est percutant. Ça s'appelle Les Bienveillantes, qui sont les fausses mémoires d'un officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un faux gars qui est dans des vraies situations. Un peu comme Forrest Gump, mais beaucoup. Ouais. Et un truc qui émane du livre, que j'ai capté du livre, c'est l'antisémitisme nazi, à quelque part, chez beaucoup d'Allemands, c'était une excuse pour tuer. Leur vrai problème, c'était pas le racisme, c'était pas l'antisémitisme, c'était leur désir de détruire un groupe. Et on dit que ah non, mais on est raciste. Non, le vrai problème de l'homme, c'est pas le racisme, c'est le désir de détruire, de contrôler, d'écraser l'autre par simple pouvoir, par je suis capable d'écraser la tête d'un autre être humain qui ne peut rien contre moi. C'est ça le vrai problème. Fait que toi, Thomas, tu souhaites tout à ton pire ennemi, dans le fond. T'as pas une once d'empathie de Hey, pour vrai, non. je veux quand même pas que. Non. Bon, on va aller à l'opposé. On va aller à l'opposé, là, quelque chose de moins lourd. C'est quoi pour toi, dans ce cas-là, le bonheur parfait? Le bonheur parfait, c'est accepter qu'on peut être malheureux. Je crois que le bonheur parfait, c'est une utopie qui nous rend très, 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 très triste. Alors, le truc pour être heureux, c'est d'accepter qu'on a des semaines, qu'on a des mois où on va mal. C'est ça le bonheur. Ça, c'est la liberté. La vraie liberté, c'est aller mal. La vraie liberté, c'est se tromper. C'est ça la vraie liberté. On se sent bien avec quelqu'un, pas parce qu'on est tout le temps heureux. On se sent bien avec quelqu'un parce qu'on peut se tromper. On se sent bien avec quelqu'un parce qu'on peut émettre des opinions que l'autre fait. C'est donc bien niaiseux, puis elle va continuer à t'aimer, puis à pas te juger. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelqu'un avec qui tout ce que tu fais trouve ça génial. Le bonheur, c'est quelqu'un qui accepte que des fois, t'es niaiseux, que tu manques d'empathie, que tu manques de connaissances. C'est ça le bonheur. Et c'est pour ça que j'aime ma blonde. Elle l'accepte quand je suis épais. Ben, être avec quelqu'un qui accepte qui tu es, c'est déjà un bon pas dans la porte du bonheur, là, tu sais, d'avoir quelqu'un qui. Ça, c'est. Ce que j'aime de ma blonde aussi, c'est qu'elle fait comme. Ce que t'es, des fois, ça peut être mieux, tu sais. C'est de l'honneur, hein, franche. Toi, tu dois aimer quelqu'un de franc. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui te manque, toi, la franchise, là. Bien sûr, bien sûr. Et la même chose par rapport à ma blonde. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un, tu vis au quotidien avec l'autre personne. Tu dis, hey, tel trait de personnalité, il y a moyen hein, de baisser un peu. Thomas, c'était quoi pour toi ta plus grande épreuve? Je vais essayer d'être original pour ne pas répéter ce que j'ai dit plus tôt. Il n'y a pas de stress, ça peut être la même chose, mais. La plus grande épreuve. Je crois que ma plus grande épreuve, ça a été
de lâcher la honte que j'ai vécue en quittant le secondaire. La honte qui m'a habité. La honte que j'ai camouflée avec les drogues, camouflée avec, disons-le, la masturbation, camouflée avec la culture, camouflée avec perdre mon temps. La honte que j'ai vécue en ayant lâché l'école. Et l'épreuve, ça a été de me pardonner d'avoir lâché l'école et de me dire, c'est pas parce que tu as lâché l'école que tu peux pas être un membre actif de la société, c'est pas parce que tu as lâché l'école que tu n'es pas intelligent, et c'est pas parce que tu as lâché l'école que tu ne peux pas échanger avec des gens qui vont à l'école. Cette peur-là, la vraie épreuve, c'est d'accepter tout ça et de m'inscrire à l'École nationale de l'humour sans diplôme de secondaire 5 et en mentant aux gens de l'École nationale de l'humour pour faire mon École nationale de l'humour. Parce qu'il faut mentionner que j'ai fait l'École nationale de l'humour sans diplôme de secondaire 5. Fait que tout est possible. Mais Oui. c'est très hot. C'est très hot, je veux dire. Je comprends, mais j'aime le bout que tu dis. Je suis quand même quelqu'un d'intelligent. C'est pas parce que tu n'es pas allé chercher la scolarité que toi, tu sentais que tu avais besoin ou pas besoin. C'est pas l'école qui te rend intelligent. C'est que c'est normal. Je pense pas que dans la vie. Je crois que j'ai un drôle de rapport avec l'abandon. Je crois que l'abandon, il y a une adrénaline qui vient avec ça. Je pense que les grands moments de bonheur, c'est quand tu abandonnes quelque chose. Je pense que tu es beaucoup plus heureux quand tu laisses une relation dans laquelle tu es mal que quand tu commences une relation dans laquelle tu es bien. Le vrai bonheur, c'est de laisser des choses qui te font mal. Fait que j'ai un drôle de rapport. Mais me pardonner d'avoir lâché l'école. Me pardonner que c'est pas parce que tu as lâché l'école que tu peux pas continuer à avoir un travail intellectuel. C'est pas parce que tu peux pas donner ton opinion. Ça veut pas dire que tu peux. C'est quelque chose qui m'habite. C'est aussi, j'ai une honte, vu que j'ai pas beaucoup d'éducation, qui me pousse beaucoup à lire, m'informer, parler à des gens plus intelligents que moi. J'ai cette honte qui m'habite. Mais qu'est-ce qui t'a amené? Tu disais t'arrêter au secondaire 4, secondaire 3? Ouais, secondaire 4. Puis qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a amené à arrêter ou faire que tu n'aimais pas ça ou que tu te sentais plus bien là-dedans? Un mélange de mal-d'être, un mélange de fatigue. J'étais très fatigué, je me rappelle, à l'époque. Un mélange de j'avais peur de devenir un adulte. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais devenir. Je ne voyais pas. Et j'étais tanné de cette structure. J'avais une partie de moi que je me disais, je veux être libre. Il y a Frank Zappa, un musicien que j'admire, qui a dit, il y a des gens qui apprennent à l'école, puis il y a des gens qui apprennent dans les bibliothèques. Je suis content d'avoir lu cette phrase-là à 30 ans. Parce que, moi, j'aime apprendre à mon rythme. J'adore. Je veux pas que l'école. Souvent, j'entends des décrocheurs faire, mais l'école devrait. L'école, à mon avis, fonctionne. Elle fonctionne pour la majorité de la population. Mais moi, j'ai pas arrivé à. Mais ça reste quand même que, tu sais, mais il y en a beaucoup de décrocheurs quand même. Fait le système fonctionne, mais il fonctionne pas unanimement, tu sais. Moi, je pense j'ai un de mes neveux qui, justement, a des difficultés dans plein de matières, puis il est dans une école spécialisée qu'il y a une portion de la journée, c'est des études, il y a une portion de la journée que c'est plus des trucs informatiques ou qui s'amusent parce qu'il est né avec un iPad dans les mains, il a besoin de ça, puis il est plus stimulé. Fait, puis quand il m'expliquait son école, j'étais « Hey, sais-tu quoi? Plus jeune, l'enfant en moi aurait fait « Il est vraiment différent, puis aujourd'hui, j'admire ça de faire. » Puis lui, il revient de l'école, sa journée est remplie, il a appris à son rythme d'une façon différente. Fait que je trouve ça cool, les ajustements qu'ils ont fait, parce que j'essaie d'imaginer, mettons, le Thomas secondaire 4 qui arrête tout le monde autour de toi qui continue d'aller à l'école. Ça a l'air de quoi ta journée dans ce temps-là? Fumer des cigarettes, lire Dostoïevski, passer du temps au centre-ville, prendre un métro, se rendre au bout de la ligne, en revenir, prendre une autre ligne de métro, écouter La Fosse aux Lyonnes, parler tout seul, m'intéresser à l'art, essayer de trouver qui je suis dans la vie. C'est ça. Gérais. Je faisais beaucoup. Gérais beaucoup. Gérais. Tu sais quoi, tu sais, mettons, moi, tu dis ça le métro, mais c'était la seule place où j'étais bien pendant l'université. C'était la ride de métro. Puis pour en avoir parlé plus tard avec ma psychologue, c'était
c'est les moments de transition. J'aime ça conduire. Tu sais, le bout que j'aime le plus dans un party de Noël, c'est entre chez nous puis le party quand je roule en char, l'anticipation. Mais j'aime les moments de transition. On dirait que moi, là, tu me dis, je m'assoyais dans le métro, je faisais la ligne au complet, je revenais, je changeais. On dirait que c'est un moment de répit pour moi. Être dans le métro, voir des gens rentrer, sortir, être dans un métro tout seul. C'est là que je suis capable de mieux lire mes notes d'école dans un métro. Fait que je relate vraiment beaucoup. Parce que lire dans un métro, c'est un talent. Là. Ouais, ça donne mal au cœur, mais faut que tu pognes le coin. J'avais vraiment. Je pognais le coin, là. Fait que tu vois, de ce bord-là, il n'y a pas de mouvement. Non, j'avais quand même. Non, lire dans un métro, dans le sens de l'aller, ça marche pas, là. Ça, je suis incapable. C'est comme lire en véhicule, ça donne mal au cœur. Un truc qui m'intéresse si tu as le temps. Oui. Parce que en tournée, qu'est-ce que tu préfères? En tournée pour les shows? Ouais. Hey, c'était écœurant, là, mais c'est le début, juste avant de rentrer. Quand il y a la tourne de sortie de ma première partie puis que ma tourne embarque, j'ai un 10 secondes où je suis tout seul dans le noir. Puis moi, je rentre sans que ça présente mon nom. Fait que je rentre sur scène pendant ma tourne. Puis quand cette tourne-là rejoue à la fin, c'est juste ma sortie, mais je sais qu'il me reste mon rappel, qui n'est pas un rappel de Guillaume me revient, mais je reviens pour remercier, puis j'ai 3 jokes là-dedans de scripter. C'est les 2 bouts. Les 2 bouts, je me ramasse dans le black avec ma toune, mais que je sais que le monde vont avoir un bon moment ou ont eu un bon moment. C'est les 2 bouts préférés du show. Génial. Comment te sens-tu sur scène? Sur scène, je me sens bien après mon premier rire. Au début, non, mais c'est vrai, c'est niaiseux. Mais c'est génial. Oui, c'est drôle parce que c'était un conseil que je disais à des open micers. Il disait ta première joke, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que si t'entends un rire, le reste, on s'en fout. Ouais. Ou tu sais, comme déjà, à ton premier rire, ils font non, il est capable, tu sais, il y a de quoi. Puis là, c'est sûr que tu sais, un open micer, puis mettons, sans être chauvin, ou tu sais, je veux dire, il y a quand même une salle qui a payé des billets avec mon nom dessus, puis ils sont là. Fait que déjà là, ils m'ont connu quelque part pour venir. Des fois, ils me connaissent pas pantoute, mais tu sais, je veux quand même que mon premier gag soit drôle. Fait que, ouais. Est-ce que tu te sens dans le moment présent? Est-ce que tu te sens dans la zone sur scène ou tu te sens un petit peu en écart, puis c'est ce qui fait que tu es bon? C'est ce qui fait que tu es très cérébral et c'est ce qui fait que si tu as l'air d'être en contrôle, c'est parce que tu comprends que tu es sur scène. Je me le demande. Ça dépend des trucs, ça dépend des shows, ça dépend des places. Il y a des moments, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça que les shows soient toutes pareilles puis que je fais comme, OK, je suis dans la zone puis ça rentre, mais il y a des fois, c'est comment, tu sais, jouer un vendredi puis jouer un mercredi, déjà là, c'est pas la même chose. T'as une foule qui est stressée, qui sait, hey, si ça finit tard, moi, demain, je travaille quand même tôt. Fait un show du vendredi où je suis en contrôle, là, puis être en contrôle, c'est pas justement sortir me sentir dans mes bottines. Des fois, je peux faire un number, sortir, faire oh my god, le gars là a l'air d'avoir pas de fun. Par contre, là, ça. Puis quand je me mets à analyser, c'est là. Quand je suis dans moi, puis je suis pas en train de sortir, puis de me regarder, puis je vis mon texte, c'est là le mieux. Là. Je sais pas si c'est clair, en fait. Ouais. C'est super clair. En tout cas, pour moi, c'est clair, puis je suis sûr que les spectateurs c'est clair. Ça s'est viré de bord, c'est rendu Thomas qui m'interviewe. Vas-y. Je te connais pas beaucoup, puis tu es très différent de moi, fait que j'aimerais savoir comment tu réfléchis puis comment tu crées. Parce que je trouve je m'entends super bien avec toi, je te trouve le fun, je suis bien avec toi. Puis une des raisons pourquoi je suis aussi bien avec toi, c'est que tu es tellement différent de moi. Alors tout ce que tu dis, j'ai jamais entendu ça. Et puis, c'est ce que j'aime autant du milieu de l'humour, on est tellement de gens différents. Et c'est ça que j'aime autant les loges. Parce que si dans une loge, j'étais avec Adib, Virginie Fortin, Funky Pence, Joe Cormier et Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ouais. C'est toutes des humours que j'admire. C'est toutes des approches différentes. C'est toutes des gens qui. J'adore les entendre parler. Je trouve ça. Mais c'est vrai que des discussions de loge, c'est vraiment le fun. Tu vois, ça aussi, c'est une partie de show que j'aime beaucoup, mettons, qui est pas mon one-man show, mais être dans la loge au bordel, j'adore ça. T'es assis, tu jases un peu, là, puis surtout si t'es un samedi où il y a 3 shows, t'es entre 2 shows. Fait que là, tu peux jaser du number que la personne vient de faire si tu l'as écouté. Tu peux jaser de comment va sa vie. Tu peux jaser de ton number. C'est vraiment puis la vision différente. Puis des fois, c'est ça qui est le fun d'avoir, mettons, Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, qui voit ton number, qui fait aucunement le même type d'humour que toi, puis qui fait
man, j'ai pensé à ça. Si tu disais telle affaire, tu sais, c'est sûr que mon cerveau ne serait jamais allé dans cette direction-là pour peut-être tel gag, mais oui, ça serait meilleur de même. Merci, mon gars. Puis à l'opposé, même chose. Moi, j'arrive puis je dis à Phil Saint-Jacques, j'ai pensé à de quoi, tu sais, ton truc, puis il fait comme, c'est sûr que moi, je n'étais pas allé dans l'anecdote plus que de quelque chose de très cérébral. Fait que, tu sais, non, c'est vraiment intéressant. Parce que moi, les humoristes qui m'aident le plus, c'est pas les humoristes qui me ressemblent, mis à part Adib. Parce qu'Adib, je pense qu'on a un rapport très, très, très différent, là, vu qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Parce que moi, j'ai un rapport très différent avec Adib. Souvent, les humoristes qui m'aident le plus, c'est les humoristes très propres. Exemple, un gars qui m'aide énormément quand il me voit, c'est Jean-Michel Martel. Parce que Jean-Michel Martel, je crois que je fais tellement pas ce qu'il fait qu'il y a une liberté à me proposer des jokes. Parce que, moi, je lui remets ça. Pas parce que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pour moi pendant tout. C'est vraiment génial. Et je suis avec lui. Ou Pierre-Yves Roy Desmarais qui est zéro comme moi artistiquement. Avoir son opinion, c'est tellement percutant. Mais ils ont quand même des cerveaux très comiques, les gars, puis ils sont capables d'aller aussi dans l'absurde. J'ai l'impression qu'ils sont très allumés, tu sais, fait qu'ils sont capables de peut-être venir en aide. Ils ont une force que j'ai pas, que j'aurai jamais. Ils touchent autant des gens, ils touchent très large. Ouais. Ils font pour populaire. Puis ça, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile ce que Pierre-Yves Roy fait. C'est tellement d'aller faire rire un jeune, mais aussi un boomer en même temps. Tu fais comme, oh là là, c'est très fort. Ouais. Parce que moi, ce que je propose, c'est une des raisons pourquoi la joke est bonne, c'est que du monde qui l'aime vraiment pas. Ça fait partie de la joke. Mes statuts qui marchent le plus, le monde, pas qui ont plus de likes, mais qui sont souvent qui marchent, là, c'est les statuts où il y a des gens qui m'insultent. Parce que c'est vraiment cool qu'il y ait des types de gens qui m'haïssent. Mais tu polarises, c'est ça, tu laisses personne indifférent, soit qui adore ça ou qui haïsse ça, mais ce qui est pas mauvais non plus, si tu es capable de dealer avec ça. Tu sais, il y a du monde, mettons, moi, je fais partie des gens que, moi, j'ai un commentaire négatif, je peux me rappeler que de ce commentaire-là, tu sais. Moi, je tiens, j'aime que les gens aiment ça, j'aime ça faire rire tout le monde. Fait que, si quelqu'un fait, hey, moi, j'haïs ça, c'est pas drôle. Après ça, je suis capable de faire, ben, viens pas voir mon show, puis ça cadre pas. Mais je suis pas, moi, polariser, c'est pas mon but. Thomas, est-ce que tu... Excuse-moi, vas-y. Juste avant, oui, mais tu m'as pas répondu. Comment tu te sens sur scène? Est-ce que tu te sens contrôle ou tu te sens vraiment... Est-ce que tu te sens un peu... Est-ce que tu te sens un peu décollé puis tu vois ce qui s'en vient? Ou tu es vraiment pow dedans? Ça dépend vraiment des shows, mais la plupart du temps, surtout, tu sais, mon show que je maîtrise, là, quand je me sens en contrôle, mais je sais, je fais comme... Là, en ce moment, je suis en train de les préparer pour tantôt quand je vais être comme dedans. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des bouts, tu sais, il y a beaucoup de ruptures de ton dans mon show. Puis il y a des portions où je sais que c'est slow pour préparer le monde. Tout à l'heure, ça va, tu sais. Puis je peux pas être dans le tapis tout le long non plus. Fait que c'est beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup aidé, justement, d'avoir un metteur en scène, directeur artistique, qui est Michael Gouin, qui est issu du monde du théâtre. J'ai joué au Québec. C'est un homme génial. Mais il m'amène tellement plus loin que ce que moi, j'aurais pu imaginer. Puis juste, moi, là, j'étais raide comme une barre. On aurait pu me mettre dans un carré à terre. J'aurais jamais bougé de là. Là, il me fait utiliser la scène, un ratio égal de je vais autant côté court que côté jardin. C'est vraiment intéressant, sa vision. Puis ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma coquille. Michael incarne, selon moi, un truc que ta blonde dit souvent, que je trouve fascinant, c'est qu'il est raide et mou comme le bambou. Ouais. Je sais que t'aimes cette phrase-là. Ouais. Génial. Une autre question qui me fascine, tu me dis quand tu veux que j'arrête. Qu'est-ce que tu préfères? Casser un numéro ou faire un numéro rodé? Et là, c'est sûr que j'aime mieux faire un numéro qui est rodé puis qui rentre comme une tonne de briques. Mais la frénésie d'avoir un nouveau number que tu sais qui a déjà quelque chose de drôle qui me fait déjà rire. Je sais qu'il y a des numéros, mettons, là, je le fais plus, mais le numéro que j'avais écrit sur la rupture avec mon ex a jamais été aussi bon que la première fois que je l'ai joué. J'avais beau le peaufiner puis faire une V2 puis une V7 puis une V18. Un moment donné, la première fois que je l'ai joué, c'était moi. J'arrivais de New York, tout pété, avec Jay du Town qui m'a comme tellement craqué. J'étais arrivé au jockey, je l'ai joué là, puis jamais... Je le fais plus, ce numéro-là, parce que ça fait 6 ans que je me suis séparé et que j'ai une nouvelle blonde depuis 5 ans. Fait, donné, mais je te dis, ce numéro-là, ça aurait été quand je l'ai cassé que je l'ai le plus aimé. T'sais.
Tom, faut que je retourne à toi parce que dans 8 minutes, j'ai une autre personne en podcast. Fait qu'il me reste 3 questions. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? J'essaie de m'en souvenir. Mon dernier fou rire. Mon dernier fou rire. Non, je m'en souviens plus. Mon dernier fou, malheureusement. Pas de problème, regarde une autre question. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Thomas? Masturbe-toi plus. Ah, Je pense que tu masturbes beaucoup, mais il y a bien des fois où ça aurait été mieux que tu te masturbes que tu ailles à cet endroit-là. Hey, ça va être tellement le teaser, là, parce que il y a eu un silence, puis moi c'est une grande difficulté pour moi de laisser des silences. C'est quelque chose que j'apprends avec le podcast, puis en animant. Mais juste que tu saches, puis j'informe les gens de ça, à la radio commerciale, tu peux pas laisser un silence de plus de 7 secondes. Parce qu'il y a un mécanisme seul qui part automatiquement une toune et sur le réseau rouge, c'est 500 000 sur des routes de pluie de Éric Lapointe qui part s'il y a 7 secondes de silence. Quand même que selon Rouge, le silence, c'est plus grave que la mort d'un batteur de femmes. Mon Dieu Seigneur, je pensais pas aller là. C'est quand même... C'est intéressant. C'est intéressant. Je pensais... Bon, ok Thomas. Thomas, ça a été qui ou quoi ta découverte de l'année? Oui, la découverte de l'année, ça va... Ma découverte de l'année... Jessica Chartrand, l'humoriste Jessica Chartrand. Oui? Elle me... À chaque fois qu'elle monte sur scène, capte mon attention, elle me surprend, elle me fait rire. Jessica Chartrand est tellement différente de moi, mais tout ce qu'elle dit, je connecte. Est-ce que c'est... Vas-y. Est-ce que c'est elle qui... parce que... Est-ce que c'est elle qui a fait le podcast de Mike avec Geraldine où elle explique qu'elle est retournée comme livreuse? OK, ouais. Au podcast, je l'ai trouvé super intéressante, mais j'ai jamais eu la chance de l'entendre sur scène. Moi, j'ai rarement parlé avec elle. OK. C'est sur scène que je l'ai entendu parce que à ma soirée d'humour, c'était une fan favorite. C'était les gens tripaient sur elle, alors je la réinvitais. Et chacun de ses numéros me surprenait. J'aime son... C'est quelqu'un aussi de très, très, très assidu. Elle prend la comédie très au sérieux. Mais ça paraît sur scène. C'est-à-dire que tu le sais juste parce que tu la vois en coulisses, puis comment ses notes sont faites et comment sur scène elle ne se trompe pas. Elle a réussi. Tout le travail, elle incarne ce que je préfère. C'est-à-dire que le travail sert à cacher le travail. Sur scène, j'ai juste l'impression que c'est une fille qui prend un mic et qui te raconte comment elle se sent. Ouais. Et ça prend énormément de travail pour faire ça. Donc, Jessica Chartrand, c'est ma découverte de l'année. Je trouve. C'est une des raisons. Moi, c'est la pandémie. Ce qui m'a fait la peine avec la pandémie, c'est pas la mort des vieux. C'est que Jessica Chartrand n'a pas pu faire un gala juste pour rire et les gens n'ont pas pu découvrir ce talent-là. Mais elle a encore le temps. Mais ce que moi j'ai aimé de l'avoir écouté, c'est qu'elle disait ça justement. Je pense qu'elle a 32 ou 33 ans. Puis justement, c'est quelqu'un qui débute dans l'humour, tu fais comme. Elle arrive déjà avec un bagage. C'est ça la différence de commencer à faire de l'humour à 19 ans puis avoir des fois rien à dire, puis d'arriver à 33 ans, et un bagage de vie que je peux exprimer dans un micro. Fait que j'ai vraiment hâte de l'entendre. Un des frères Cohen a dit ça, puis je trouve ça génial. Un des frères Cohen a dit même si c'est bon ou pas bon, tous les premiers albums d'un musicien sont intéressants parce ils peuvent pas être autre chose qu'eux-mêmes. Ouais. Ce qui est cool d'un jeune humoriste, c'est qu'il est lui-même en tabarnak. Ouais, il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas il est qui. Mais il sait même pas il est qui, mais il te montre tellement qui il est. Ouais. C'est vraiment cool, les open mic. Quelqu'un qui te raconte un rêve, c'est la même chose. Il se rend pas compte, mais il dit tellement d'affaires sur lui quand il raconte un rêve. Sur scène, tu as une peur. Ouais. Tu as une peur et tu as un désir de créer des rires qui te rend vraiment, vraiment fascinant. Thomas, on est rendu à la question
de ma dernière invitée, qui était Roxane Bruno, qui demande Thomas. Oh, Roxane! Yo, Roxane! Ben, check. En fait, je lis la question, je sais pas pourquoi je m'en allais. Je vais pouvoir te la lire quand même. Thomas, qu'est-ce qui te stresse le plus dans ton rôle de père? La tuer. Je peux tuer cet enfant-là. Tu es responsable de la survie d'un être vivant. C'est ça qui me stresse le plus. C'est qu'elle meurt. C'est ça la vraie peur que j'ai. C'est une peur qui est totalement légitime. Je comprends cette peur-là. C'est pas comme pas Shining là, avec une hache. Ouais. Là, puis, non, la tuer de whoops, l'échapper. Ouais. Oups, l'eau du bain, ces affaires-là. Ouais, Ouais. Je te souhaite que ta peur ne se concrétise jamais, Thomas. Parce que tout le reste, elle va s'arranger. Même si tu bousilles psychologiquement quelqu'un, elle va s'en sortir. Au moins, elle est vivante. Elle va s'en sortir. Je veux dire, moi, j'ai été bousillé psychologiquement. Puis, je me plains pour avoir de l'attention, mais je suis correct. Thomas, ma prochaine invitée sera Gabrielle Fontaine. J'aimerais que tu lui poses une question. Gabriel, je me demande, qu'est-ce qui est le plus important chez toi, pour toi, chez un artiste, qu'il soit gentil ou talentueux? C'est une bonne question. La gentillesse ou le talent? Ouais, c'est bon. Thomas! C'est toi. Moi, ben, j'aime mieux l'humain est plus important que le talent qu'il dégage. Moi, personnellement, là, le pire, c'est que c'est la première fois que j'ai entendu ça. C'est Sam Breton qui faisait son show pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide. Puis quand il m'a présenté, il dit, tu sais, sur mon show, j'invite des humoristes, mais j'invite surtout l'humain derrière l'humoriste. J'ai fait, pour moi, cette phrase-là a tellement résonné. L'humain est vraiment plus important que l'artiste, l'humoriste, le chanteur, tu sais. Fait que non, le talent ne prime pas. Non, parce que, tu sais, mais sans nommer personne, mettons, dans le milieu de l'humour, il y a du monde bien moins talentueux que d'autres que j'aime beaucoup plus, tu sais. Fait que c'est vraiment, la gentillesse prime beaucoup mieux que... Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont horribles. Puis souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de talent. Fait qu'ils sont obligés d'être horribles pour pallier leur manque de talent. Je suis d'avis que derrière la plupart des actes odieux qu'il y a dans notre milieu, il y a un flagrant manque de talent. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Thomas. Mais on est rendu. Les gens talentueux sont fins parce qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leurs moyens. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est une façade. C'est quelqu'un de... Mais je trouve ça plat. Au contraire, ils sont vraiment méchants. Ouais. Leur façade, c'est là comme hey! Ça, la façade, c'est comme quand tu racontais les selfies. Yo, ouais. Salut! Hey! Puis là, ben, c'est live, ils sont de mauvaise humeur. Ouais. Ah, mais ça, tu sais quoi, encore une fois? Tu sais, mettons dans une phrase culte que j'aime, que c'est Anneli qui m'a rapporté après avoir vu la conférence de Michelle Obama. Mais Michelle Obama disait « Le pouvoir ne change pas les gens. Le pouvoir révèle les gens. » Puis ceux qui sont hot, mais qui sont des mardes, c'est pas parce qu'ils sont devenus hot puis ils ont dû se défendre. Non, c'est qu'il y avait déjà ça en dedans, c'était intrinsèque. Vous étiez des mardes, vous êtes devenus populaires, puis là, vous le montrez à tout le monde que vous êtes des... Ça, j'aime beaucoup cette phrase-là de ça, le pouvoir va pas te changer. L'argent, le pouvoir va pas te changer, il va juste révéler qui t'es vraiment. Fait que j'aime mieux la gentillesse que le talent. J'ai jeté une phrase bizarre, mais qui est pas fausse. Si l'argent ne change pas, c'est que t'en fais pas assez. Oui, également aussi. Hey Thomas, c'est la fin du podcast, maudit. C'était vraiment intéressant de jaser avec toi. Y a-tu des choses que tu aimerais plugger à la fin? Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qu'on peut écouter? Ouais. Google Thomas Levac. Si tu googles Thomas Levac, tu tombes sur mon Instagram, tu tombes sur mon Twitter, tu tombes sur ton Facebook, choisis. Tu tombes sur ma page YouTube aussi, ma chaîne YouTube. Choisis le réseau social que tu préfères. Je comprends que tu les aimes pas tous. J'ai 2 podcasts. J'ai le podcast Couple ouvert avec ma blonde où l'objectif, c'est d'être vraiment, vraiment comique. Le podcast Thomas Levac qui est quand même drôle, mais l'objectif, c'est plus aller dans des questions un peu plus lourdes, un peu plus pesantes. Des fois, j'aime ça recevoir des gens qui sont même pas drôles à la base, mais qui sont fascinants. Comme j'ai reçu une avocate et j'ai reçu aussi un pro de la cybersécurité. Fait qu'on parle beaucoup de Snowden, on parle d'Internet, on parle de ce qui s'est passé avec QAnon. Je trouve ça intéressant de recevoir des spécialistes. Et ça, j'ai mon Patreon. Mon Patreon, tu m'encourages parce qu'avec mes propos, je ne pourrais pas passer à Salut Bonjour. Donc, tu m'encourages et en retour, moi, je te donne des podcasts à chaque semaine.
Je te donne 8 podcasts par mois. C'est écœurant. Hey, en plus de ça, Thomas, non, tu pourrais pas aller à C'est le bonjour parce que tu voudrais absolument faire une intervention à la fille de la météo, puis ça, ils te laisseront jamais faire ça. Fait que... Est en détresse. Est en détresse. Thomas, c'était vraiment un plaisir. Merci infiniment d'avoir été là et je te dis ciao!